C'est vrai? C'est parti? Oui, bien sûr. Ok. Bon, bah là, on est parti. Super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation de participer à cette interview. Mais merci à toi, c'est moi qui te remercie de ton accueil surtout. Et puis ça fait longtemps qu'on a eu l'occasion d'échanger en réel, parce qu'il y a longtemps qu'on a joué ensemble, mais c'est toujours sympa de te retrouver. Exactement. Et bah, le principe est assez simple, hein. Donc 5 questions généralistes que j'ai posées à toutes les personnes de la chaîne et une question qui va être spécialement dédiée par rapport à la conversation qu'on va avoir et la partie que je connais de toi, Eh ben, avec plaisir. si ça te va. Mais c'est super, j'adore le concept, et puis ça permet de découvrir les gens avec qui on joue autour de la table virtuelle autrement, donc c'est toujours intéressant. Ça resserre un peu les liens, et je trouve que des liens resserrés, c'est meilleur après dans les parties, enfin ça se ressent. Ça se ressent, ouais. Donc, C'est une très bonne idée. alors, bah, est-ce que tu veux te présenter peut-être brièvement avant qu'on commence l'interrogatoire en règle? Oui, alors une présentation de quelle ordre? Une présentation orientée ludique ou une présentation plutôt Non, perso? plutôt perso en fait. Alors généralement, moi Ok, je demande où tu habites, ok. deux, trois traits de caractère, et après ce que tu as envie de dire sur toi, tout simplement. Ok, alors moi je m'appelle donc Grégory, donc Greg habituellement, et Alinic sur le réseau. J'ai 48 ans, j'habite dans le Var à Toulon depuis maintenant 24 ans, puisque je suis descendu de Normandie où j'habitais avant, où j'ai fait ma jeunesse, où j'ai découvert le jeu de rôle, mais on a l'occasion d'en parler. Donc de Normandie à Rouen, à la Haute-Normandie, et je suis descendu dans le Var, donc je travaille maintenant dans le sud de la France. Je suis fonctionnaire d'État pour le ministère des Armées. Et voilà en gros pour la partie très état civil, on va dire. Mhm. Et puis bah, mes traits de caractère, c'est difficile de se juger. On se croirait dans un rendez-vous d'entretien d'embauche. Ressources 3 humaines. qualités, 3 défauts. Merci monsieur, on vous rappellera. Donc bah, je sais pas, une des qualités qui peut être intéressante et transposable au niveau du jeu de rôle, c'est la curiosité. Je suis assez curieux, j'aime découvrir, j'aime savoir des choses. Mhm. Ça se retranscrit, je pense, dans ma façon de jouer. J'essaie d'être de bonne humeur assez tout le temps, ce qui est difficile pour moi quand je joue des personnages sombres, ouais, c'est compliqué. Et puis voilà, après, les défauts, bah ça, c'est aux gens d'en juger, on va dire. Alors j'ai demandé, les RH disent des actes d'amélioration. Oui, exactement. Alors, comme axe d'amélioration, je suis perfectionniste, vous comprenez? Donc ça, non, mais ça, finalement, bon, ça, voilà, c'est bon. J'ai pas d'avis sur la question, on va dire. Mais j'en ai certainement plein, et énormément, mais bon, Comme, chacun... comme tout le voilà. monde. Exactement. Et alors, juste hors des 5 questions, pourquoi Alinic? C'est quoi le nickname, enfin le surnom par rapport à ça? Quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux, c'était il y a un certain nombre d'années, c'était très compliqué de trouver des pseudos parce que tous les pseudos que tu choisissais étaient déjà pris. Et j'ai fini par me dire, mais il faut que je trouve un truc que personne a. Donc j'ai creusé un peu. Alors, un de mes univers préférés, c'est Star Wars. J'ai creusé là-dedans et je suis allé dans le wiki Star Wars, dans l'Holonet sur Internet, et j'ai trouvé un Jedi qui appartient à l'univers étendu dans l'Ancienne République, un truc Jedi qui apparaît qu'une fois dans une BD, il doit avoir qu'une bulle à dire. Il s'appelait Alinic. Et je dis, celui-là, s'il y a quelqu'un qui l'a, c'est pas possible. Donc du coup, je l'ai pris. Et puis comme ça a marché et que personne ne l'avait, j'ai dit, bah allez, gardons ce nom. Et ça m'a suivi. Et puis du coup, maintenant, bah, j'arrive à le passer partout parce que personne ne l'a, en fait. Donc c'est très pratique. Okay. Et donc j'interdis à quiconque de le reprendre, hein. Merci beaucoup aux viewers. Si jamais quelqu'un écoute cette vidéo, ne reprenez pas. C'est ça. Exactement. Autrement, il y a un droit ou il y a un copyright par rapport à ça. Bon, bah super. Je propose de passer à la première question. Oui. Qui est en fait, concrètement, comment tu as découvert le jeu de rôle et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer cette activité? Alors, comment j'ai découvert le jeu de rôle? Alors, j'étais jeune, donc voilà, comme je dis tout à l'heure, j'ai 48 ans. Donc, ça remonte au début de mes années collège, j'avais 12 ans. On commençait à découvrir certains jeux de société. J'étais happé par les univers un petit peu geeks, les films des années 80, les Goonies, Retour vers le futur. Enfin bon, voilà, j'étais bercé dans cet univers où l'émergence des films cultes était en train de se faire. Et il y a eu l'émergence de Donjons et Dragons, évidemment. Et moi, j'avais envie de ça, j'avais envie de m'échapper, en fait. Et donc, j'ai tenté
de découvrir les jeux de rôle au travers de ça. Sauf qu'à l'époque, c'était pas le même bouillon qu'aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, c'est hyper démocratisé, il n'y a pas de problème en fait à faire des jeux de rôle. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient des détracteurs de ça, qui critiquaient le système. Et donc, on pratiquait ça un peu en cachette, on avait un peu honte de l'avouer. Et moi, j'avais personne autour de moi qui avait envie de faire ça en fait. Et donc, j'avais envie de découvrir un jeu de rôle, mais à cet âge-là, j'avais personne autour de moi qui était prompt à le faire. D'accord. Donc j'avais fait acheter à mes parents un jeu de rôle français, donc qui s'appelle Empire Galactique. C'était un truc français, édité dans un livre de poche petit comme ça. Ah oui. Un truc à l'ancienne. Je te montrerai des images, je te les enverrai, tu les diffuseras si tu veux pour montrer aux autres. Et donc j'ai lu ces trucs-là, je les ai relus et relus et relus sans jamais pouvoir y jouer, avec une frustration mais des plus énormes, parce qu'en fait tu découvres des trucs, tu te dis putain mais j'ai envie de partir dans l'espace, j'ai envie de vivre des aventures, et t'es frustré parce que t'as personne autour de toi en fait qui fait ça, et puis t'oses pas en parler. J'étais très timide, et donc j'avais pas cette propension à en parler autour de moi. Après, alors ça s'est un petit peu tassé, il y a l'époque Magic qui est arrivé au lycée, où j'ai joué un petit peu. Qui a tué pas mal de JDR d'ailleurs, mais... qui a tué pas mal de JDR, ouais. Et puis finalement, le temps a passé, parce qu'après, t'as les études qui se mettent en place. Mais pour autant, il y avait toujours cette frustration latente, en fait. Pendant des années, t'avais ce petit jeu de rôle dans les mains, t'avais envie de partir à l'aventure, et jamais tu l'as fait. Jusqu'au jour où je suis arrivé dans le Var, donc c'était en 2001, et donc je pratiquais déjà les arts martiaux à l'époque, et je me suis réinscrit dans les arts martiaux quand je suis arrivé dans le Var. Et en discutant avec un élève, il me disait que lui, il avait le même âge que moi, un petit peu plus âgé, qui pratiquait le jeu de rôle, en ce moment il n'avait pas de groupe et tout. Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'avais les yeux comme ça. Tu t'es dit opportunité. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis fanat, j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de m'y mettre. Et du coup, on a réussi à monter un groupe, et c'est comme ça que les choses se sont lancées. J'ai fait ma première partie en fait avec lui. Et forcément après, voilà. Et c'est toi qui étais maître du jeu ou pas du tout. D'accord. Lui était un maître de jeu qui avait fait beaucoup de parties dans le passé, depuis très très jeune, il avait une grande expérience. Je ne me voyais pas me lancer dans l'aventure comme ça, sans avoir jamais joué, donc je lui ai demandé d'organiser des parties en tant que maître de jeu, et il a été maître de jeu pendant très longtemps avant que je me lance. Okay. Ça a été un peu mon mentor, on va dire. La figure à suivre. Mais oui, parce que c'est lui qui t'apprend les choses, et puis voilà, c'était vraiment une très belle expérience, une première découverte avec Star Wars, donc du coup, qui a été la première expérience de jeu, et puis après, pourquoi j'ai voulu continuer, parce que j'ai adoré, tout simplement. Le jeu de rôle, c'est un peu binaire, hein, quand tu tombes là-dedans, c'est soit tu t'aimes pas et tu t'en vas, soit tu aimes, et puis ça te lâche pas en fait. Et puis il y a peut-être cette frustration aussi, tu sais, pendant des années de pas pouvoir plus jouer. Et finalement, j'ai essayé de me rattraper en fait. Donc j'avais envie de vivre des aventures, un peu hors du commun, de partager le jeu avec d'autres personnes qui partagent un peu cette passion. Et au final, depuis, j'ai jamais arrêté. Donc voilà, ça va faire maintenant 24 ans. Que tu joues régulièrement. Que je joue régulièrement, ouais. Parce que tu fais une partie quasiment tous les mois, non, si j'ai bien compris. Alors on essaye d'organiser avec le groupe une partie par mois, et de se voir. Alors après, parfois on décale, hein, arriver à un âge, on a tous des agendas où il faut parfois composer avec, mais on essaie d'être assez régulier, de se réunir une fois par mois. Autant te dire que pour faire une campagne, il faut des années, parce qu'une partie par mois en jeu sur table, en plus, tu avances moins vite qu'en partie distancielle, parce que en distanciel, c'est beaucoup plus cadré, il y a un rythme qui est différent, et puis on avance beaucoup plus vite. Autour d'une table, c'est pas la même ambiance, c'est différent, donc c'est plus long. Puis on a une espèce de liberté qu'on donne aux joueurs qui fait qu'on va à droite à gauche sans suivre le scénar. Donc quand tu fais ne serait-ce qu'un scénario qui peut durer 1 an parfois, juste un scénario, aussi court soit-il, t'imagines bien une campagne, ça peut aller très loin. Ouais, c'est compliqué. Et tu t'es plus, justement, maintenant avec l'expérience que tu as, t'es plus quelqu'un qui préfère jouer sur table, ou alors par facilité, commodité, et parce que les joueurs sont également éparpillés au sein de la France, jouer en distanciel?
Alors, j'aime bien jouer en distanciel parce que ça m'offre plus d'opportunités de jeu, c'est-à-dire je peux jouer plus souvent, Ouais. je peux jouer à des jeux plus variés. Pourquoi? Parce que c'est que du one-shot, généralement. Alors, ça m'est arrivé de faire des campagnes en distanciel, mais la plupart du temps, quand on joue ensemble, ou quand je joue avec d'autres collègues en distanciel, c'est généralement du one-shot. Donc c'est plus varié, plus fréquent, et donc du coup, le plaisir de jeu, il est là. Maintenant, j'ai été élevé en jeu de rôle avec l'ambiance de la table, et j'avoue que rien ne vaut l'ambiance de la table, en fait. Pour moi, c'est vrai qu'être sur une table, derrière un écran, c'est quand même quelque chose. Mais je dois reconnaître que le distanciel a apporté beaucoup dans la pratique, je trouve, dans le RP aussi, parce que ça impose plus de RP, je trouve, le distanciel que le... Enfin, on peut imposer du RP autour d'une table, mais c'est un petit peu différent, les échanges sont différents. Quand tu dis ça impose plus de RP, c'est par rapport au temps de parole. En distanciel, il est plus régulé parce que chacun a sa place et il faut qu'il s'exprime dans un espace-temps réduit, genre 3 heures par exemple. Il y a un peu de ça. Il y a aussi du fait que parfois quand les joueurs, quand les joueurs et pas les personnages s'expriment parfois entre eux, ça n'empêche pas le maître de jeu d'être focalisé sur un personnage qui fait sa scène. Ça, en distanciel, tu peux pas, parce que si tout le monde parle en même temps, c'est la cacophonie. Donc chacun est obligé de respecter le temps de parole de l'autre. Du coup, ça impose un RP un peu plus sérieux. Et puis au-delà de ça, quand c'est du distanciel et qui en plus est enregistré pour être diffusé, alors là, c'est RP à fond, parce que tu peux pas t'amuser à faire le con devant la caméra. Ouais, mais c'est pas le but. Donc, du coup, t'es plus strict, t'es plus rigoureux avec toi-même. Donc, pour moi, le RP est plus exigeant en distanciel. Donc finalement, c'est une bonne école. C'est une très bonne école. Après, tu me diras, rien ne t'empêche d'être exigeant aussi autour d'une table. Mais il y a cet aspect un peu détente aussi autour de la table qui fait du bien. Donc, il y a l'aspect boisson, paquet de chips. Alors, sur notre table, on interdit toute bouffe en fait. C'est pendant les pauses. On fait des pauses en fait toutes les 2 heures. On fait une pause pour tenir le rythme. D'accord. Et on mange pendant ces pauses-là. Et il y a 0 alcool pendant la soirée. C'est que des boissons soft parce qu'on veut que la partie reste à peu près correcte quand même. Bien sûr. Et puis jouer correctement. Tu dis que tu fais des pauses toutes les 2 heures. Ça veut dire que tu joues combien de temps pour une soirée? C'est quoi, 6 heures, 5-6 heures ou Alors, oui, mais le temps a changé. Quand j'ai commencé il y a 24 ans, on jouait de 21h à 6h du matin. Ah oui, ok. Donc c'était un marathon quand même. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Aujourd'hui, on joue de 21h à 2h, voire allez, grand max 4h. C'est rare. 4h du matin, ouais, ça fait des bonnes sessions quand même. Ça fait des bonnes sessions, mais en moyenne c'est plutôt 2 heures, ce qui fait des sessions de 4-5 heures quoi. Donc on fait une petite pause ou deux entre deux pour se relâcher quoi. Ok. Donc voilà. Je te propose de passer sur la question numéro 2. Mais oui. Alors, qui est finalement, qu'est-ce que t'apporte le jeu de rôle dans ta vie quotidienne? Que ce soit sur un plan plutôt personnel et également sur un plan pro, tout simplement. Alors, je vais commencer par le personnel parce que sur le pro, ça va être plus difficile. Si au niveau personnel, je crois que je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que pour faire du jeu de rôle, il faut être joueur. Oui. Et je suis joueur. Donc forcément, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. En tant que joueur, on essaie un peu de toucher à tout. On est surtout des consommateurs en fait. Que ce soit dans le jeu de rôle ou dans le jeu de plateau, on aime acheter, faire une partie ou deux, passer à autre chose. C'est un nouveau mode de consommation, ça. Parce que tu fais beaucoup de jeux de plateau également. Enfin, je crois qu'on est un peu pareil. Ouais, j'en fais pas mal. Ouais. J'en fais pas mal. Alors ça, c'est plus avec la famille, parce que des plateaux un peu lourds et gros, voilà, c'est plus compliqué de trouver des joueurs, mais voilà, je fais beaucoup de jeux de plateau. Donc, le jeu de rôle, à titre personnel, ça m'apporte de la satisfaction, du divertissement. Et au niveau imaginaire, c'est surtout l'évasion. Enfin, je pense que si on fait du jeu de rôle tous, c'est parce qu'on a envie de s'évader, de sortir un petit peu du cadre quotidien. Cette envie un peu de vivre ailleurs, en fait. Je sais pas si... Ouais, d'ouvrir en fait une porte sur un imaginaire. Ou, Exactement, de s'exporter, d'aller ailleurs. Et dans mon quotidien, en fait,
personnel, je dirais que le fait d'avoir lu pas mal de livres, d'avoir aussi écrit des histoires, annoté des scénarios, créer des amorces de scénarios, on va dire, ben ça contribue aussi à améliorer ta capacité à écrire, je trouve. Parce que bah voilà, on n'est pas des écrivains, on n'est pas des hommes de lettres, enfin en tout cas pas moi. Mais je me rends compte quand même qu'avec les années, quand tu relis un petit peu ce que tu écrivais avant et puis quand tu relis ce que tu écris aujourd'hui, tu vois une amélioration dans le temps. Tu vois une amélioration, ouais. Et moi, je m'amusais beaucoup quand j'étais joueur, parce qu'on tourne autour de la table en tant que maître de jeu, on n'est pas toujours le même. Et moi, quand je suis joueur, on faisait les créations de personnages. Alors, les créations de personnages, c'était énorme parce que ça prenait 3 heures. On se réunissait autour d'une table, juste le maître de jeu et toi, et pendant 3 heures, on créait un personnage. Sachant que tu aimes bien les jeux qui sont un peu compliqués, genre Pathfinder, Starfinder, etc. Non, enfin, qu'on a un pavé de règles. Enfin, je crois que tu es assez friand de ça, mais. Ça me fait pas peur, mais je commence à en revenir quand même beaucoup. Pathfinder, j'irai jamais là-dessus, j'ai jamais joué à Pathfinder si c'était un jeu vidéo. J'ai testé Starfinder et je m'en suis un peu éloigné parce que j'ai du mal à passer plus de temps sur mes règles qu'avec mes joueurs. Donc j'aime l'univers, mais j'aime bien le compromis entre l'absence de règles ne me plaît pas du tout, mais l'excès de règles n'est pas bon non plus. Donc je suis quelqu'un qui est dans le compromis, moi. Donc la voie du milieu. La voie du milieu, mais oui, entre celui qui veut pas de jet de dés et celui qui en fait trop, moi je dis qu'il en faut, mais avec parcimonie. Donc et du coup, quand je crée mes personnages, comme j'aime bien écrire, je passais un temps fou à me faire un background. Et les maîtres de jeu avec qui j'ai joué, ils en pouvaient plus parce que quand je leur envoyais un background, ils faisaient 4-5 pages. Ils me disaient, ouais, mais tu m'as raconté la vie de ton personnage. Bah, j'ai dit oui, mais j'ai envie de l'écrire. Donc j'ai envie de le créer. Et puis moi, ça m'aide à m'approprier le truc en fait. Bien sûr. Et voilà. Et donc je trouve qu'en qualité d'écriture, on y gagne un petit peu à force de lire parce que c'est quand même un jeu très littéraire finalement. Donc voilà, au niveau perso, oui, quand on aime bien écrire, ouais, je disais, le jeu de rôle c'est un jeu très littéraire finalement, donc ça apporte un peu ça. Finalement, tu écris beaucoup? C'est-à-dire tu écris le background de tes personnages ou tu écris tes propres scénarios? Ouais. Oui, alors j'écris beaucoup les backgrounds de mes personnages, ça j'aime bien le faire, c'est un plaisir. Alors les scénarios, je les annote, je les rédige pas de manière littéraire parce que ça n'a pas vraiment de sens, mais je fais des trames, on va dire. Et puis très récemment, ça sera peut-être l'objet d'une autre discussion plus tard sur ta chaîne, mais la découverte du jeu de rôle solo a introduit aussi cette capacité à écrire. Alors ça prend plus de temps à jouer quand on écrit, beaucoup plus de temps, mais c'est intéressant en tout cas, c'est très intéressant. Après c'est une écriture pour soi en fait, ça n'a aucune vocation à être partagé, mais voilà, c'est juste le plaisir de prendre la plume, putain, de se raconter des histoires. Sur le papier. Le jeu de rôle c'est ça, c'est de se raconter des histoires, ni plus ni moins. Alors ça c'était au niveau perso. Alors au niveau pro, écoute, j'ai du mal à transposer, je ne suis qu'un maigre fonctionnaire de l'État, donc la transposition entre le jeu de rôle et puis ce que je fais au boulot, excepté peut-être l'aisance orale, ça aide forcément, je pense. Ça aide un peu. Alors, je suis quelqu'un de timide à la base, même dans mes fonctions, je suis amené à m'exposer un peu, on va dire. Et donc, du coup, le fait de parler, le fait de mettre en situation, la capacité à décrire, parce que finalement, le maître de jeu, il est là pour décrire des environnements. Ouais, bien sûr. Ça te force aussi à prendre la parole et puis à aller chercher des choses un petit peu. Donc je pense que si ça m'aide, c'est peut-être un petit peu là-dedans, dans la prise de parole en public. Après, il y a plus d'aisance, a priori, non? Ou comme tu dis, la prise de parole, t'essaies de casser la timidité ou les barrières qui peuvent se produire avec les gens au début, peut-être Oui, c'est vrai. Et puis les gens t'écoutent. Alors quand tu joues au jeu de rôle, les gens sont pendus à tes lèvres pour savoir ce qui va leur arriver.
Au boulot, c'est un peu différent parce qu'ils sont pas tous très, très sérieux quand ils t'écoutent, mais, mais bon, je me suis encore jamais vu, lorsque j'intervenais, dire aux gens, bon bah écoute, pour savoir si tu arrives à faire ce que tu te demandes, lance-moi un des 20. Donc ça c'est jamais arrivé encore. Mais... Ok. Mais est-ce que tu as peut-être constaté une amélioration de l'aisance, enfin en tout cas de la prestance, quand tu... Je sais pas si tu fais des réunions, peut-être, je vois, des présentations de presse où tu es debout et Ouais, justement, alors t'es ouais, ça amené m'arrive de justement faire... à améliorer entre guillemets ton score de charisme pour, pour capter Certainement, l'auditoire ou... certainement, mais je pense que ça joue. Alors après, il y a la personnalité, mais on apprend des autres aussi quand on échange autour d'une table de jeu de rôle. On voit ses propres erreurs aussi des fois, et je pense que dans la capacité à prendre la parole, ça joue un petit peu. On est un peu plus confiant, puis bon, après il y a l'âge aussi Ouais, qui la rentre en jeu. maturité qui rentre en jeu. Ouais, ouais, ça joue un peu. Mais pour autant, je t'avouerai que les premières parties que j'ai jouées en virtuel, en distanciel, qui étaient enregistrées sur YouTube, mais j'étais flippé comme un gamin de 12 ans. C'était la première fois que je jouais avec des gens que je connaissais pas, qui étaient Ah oui, en plus. enregistrés, qui allaient être diffusés. Je connaissais personne, je savais pas quel était le niveau de jeu. Je me suis mis une pression de malade, et j'étais stressé, quoi. Mais je Alors pense qu'il que y avait tout le monde est passé par là en fait. Ouais, Alors que tu fais ta première vidéo, tu dis ça va être vu par des millions de personnes. En fait, t'as 3 clics sur ta vidéo et personne la regarde. Mais tu t'es mis une telle pression qu'à la fin tu fais mais pourquoi? c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis avec le temps, après, on s'habitue. Mais c'est vrai que c'est une saine pression, je pense. Parce que ça nous challenge un petit peu, ça nous met un peu dans les cordes. Du coup, Ouais. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Après, on a envie de donner une bonne impression, donc Bien sûr. on veut pas se louper. Donc... Bon, on revient sur le côté formateur par rapport à ouais. Puis au bout de quelques parties, tu t'en fous complètement et puis tu te lâches. Ouais, peut-être même déjà au bout de 3/4 d'heure, quand t'es dans le rythme de la partie, tout le monde parle, tu t'es plus concentré sur l'histoire et tu oublies qu'il y a une caméra. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aux toutes premières parties, je me rappelle, moi le premier, j'étais flippé comme, comme jamais. Hein. Mais ouais, et puis ce niveau de concentration qu'il faut avoir, parce que tu sais que c'est enregistré, tu sais qu'il y a d'autres joueurs. Moi qui étais habitué à faire des parties où, au bout d'une heure et demie, 2 heures, on fait une petite pause, on va boire un coup, on mange une chips, on se retrouve après, on reprend les choses, très détendu. Mais là non, t'es en constante pression, concentration, faut tout écouter, faut être présent. Waouh, putain, c'est beaucoup plus épuisant. Hein. C'est sûr que j'aime bien la distancielle parce que c'est plus fréquent et beaucoup plus varié, comme je disais tout à l'heure. Par contre, c'est plus fatigant. Je trouve que c'est plus fatigant. Est-ce qu'après, par contre, l'expérience de jeu que tu as est plus qualitative que sur table? Parce que justement, tu as cette attention, tu as le timing à respecter, tu respectes le temps de parole des autres, et tu es concentré vraiment sur la narration, parce que tu peux pas faire répéter 15 fois la personne. Est-ce que tu penses que c'est, en termes de qualité de partie, c'est quelque chose qui a une plus-value, le distanciel? Alors, sur la qualité de l'expérience de jeu à proprement dite, alors sur la qualité du RP, c'est indéniable. La qualité du respect du temps de parole aussi. Les échanges, l'implication du joueur dans son personnage. Indéniablement, il y a moins de relâchement. Donc du coup, il y a plus de concentration, les joueurs sont plus présents. Ils sont effectivement... là-dessus, le distanciel apporte beaucoup. Quelque chose que je n'arrive pas à reproduire et à reporter autour d'une table. Mais quelque part, je ne le recherche pas forcément non plus autour d'une table. D'accord. Par contre, sur l'expérience de jeu, la qualité de l'expérience de jeu, tout dépend ce qu'on attend de l'expérience de jeu, en fait. Si tu attends d'une expérience de jeu des parties uniques, du one-shot, j'ai envie de dire une non-appropriation de ton personnage, je vais développer après, à ce moment-là, l'essentiel est très bien. Si tu as envie de vivre une aventure plus complète, si tu as envie de faire développer ton personnage avec de l'expérience, d'aller découvrir des choses et de faire un petit peu ce que tu veux sans être trop guidé par ton maître de jeu, là le distanciel c'est plus compliqué. Parce que le one-shot ça s'y prête pas. Le one-shot c'est quand même assez dirigiste, on va pas se mentir. C'est pour vivre une expérience de jeu unique, forte, mais chacun fait pas ce qu'il veut.
Et du coup, l'épanouissement du personnage dans la durée, ça n'existe pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai fait une fois une campagne de 3 scénarios qui a duré 1 an et demi sur Starfinder. C'est la seule fois où j'ai joué à Starfinder, mais bon, ça a duré 1 an et demi quand même, où on a fait la campagne, donc c'était intéressant. Mais sinon, en dehors de ça, quand je joue en distanciel, c'est majoritairement du one-shot. Donc et du coup, l'appropriation du personnage n'est pas la même. T'as pas envie de le garder. T'as pas peur de le perdre. Alors, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il y a 2 points. Donc, oui, t'as pas peur de le perdre parce que justement, comme tu dis, c'est un one shot et qu'au bout de 3h30, 4h, tu sais que la partie va être finie. Après, je pense que tu peux quand même interpréter ton personnage et te l'approprier pour un peu comme le fait un acteur et tu prends un rôle et ça dure que 3 heures mais tu seras complètement accaparé ce personnage. Et après, la partie distancielle et les one-shots, je pense que c'est aussi un problème de calendrier, de trouver vraiment une date parce qu'on pourrait très bien jouer toutes les semaines, tous les mois à une date fixe. Et ce qu'on a essayé de faire un petit peu avec Tales from the Loop, on a pu faire 3 scénarios où le personnage, à mon avis, peut commencer à s'exprimer justement comme tu le dis. Ouais, exactement. Mais je suis pas sûr que le distanciel soit vraiment, enfin, à mon point de vue, et je partage, le problème. Je pense que c'est plus en fait une histoire de calendrier. Parce que tu ferais le distanciel et tu jouerais tous les soirs, ton personnage viendrait quand même à se développer par la suite. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as raison. C'est une question de calendrier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le format dans lequel on joue majoritairement aujourd'hui, quand je parlais d'appropriation du personnage, je pense que je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les joueurs se retrouvent régulièrement ensemble en interprétant chacun le même personnage, il se crée quelque chose au niveau du groupe qui n'a pas le temps de se mettre, qui n'a pas le temps de se mettre en place dans un one-shot. C'était un petit peu ça que je voulais dire. D'accord. Donc la qualité de l'expérience, elle est différente. Est-ce qu'elle est meilleure ou pas ? En fait, non, c'est 2 expériences différentes. C'est vraiment 2 choses différentes. Il faut rester ouvert d'esprit, je pense. Et moi, au début, le distanciel, quand j'ai découvert ça, comme tout le monde d'ailleurs, avec le Covid en 2020, je dis, c'est quoi ces conneries ? Moi, le jeu de rôle, c'est autour d'une table avec des potes, je vais pas faire autre chose, quoi. Et puis finalement, j'ai fini par ouvrir ma chakra comme tout le monde, je m'y suis mis et j'ai trouvé mon compte. Donc je pense qu'on recherche, on va rechercher des expériences différentes en distanciel ou autour d'une table. C'est clair. Autour d'une table aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des potes qui jouent, des potes avec qui on s'entend bien et avec qui on peut se réunir, comme tu dis, avec un calendrier de manière régulière. C'est très compliqué. Donc le distanciel aujourd'hui, c'est quand même la meilleure solution pour s'y mettre, ça c'est clair. Enfin, je pense. Tu devrais trancher. Mettons si c'est quelque chose de binaire, ouais. Autour de la table. Ta table ? Ok. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Si j'avais pas le choix, évidemment, mais je prendrais le distanciel. Mais si j'ai le choix, je prends autour de la table. Ouais. Oui. Mais parce que je suis un ancien et que j'ai commencé comme ça, donc je pense que c'est lié à ça. Peut-être les générations plus récentes ont une approche autre. Après, le feeling autour d'une table, je dirais pas que ça n'a pas de prix, mais c'est... En plus, tu lances les dés vraiment sur une table, t'entends le bruit, parce que sur PC ou en distanciel, tu vois juste les dés qui roulent sur Roll20, mais je trouve que ça n'a pas la même connotation, en fait. Mais... Oui, et puis il y a un truc aussi qui est incroyable autour d'une table, c'est quand le regard, quand tu regardes ton joueur, quand ton regard croise celui de l'autre, ça, en distanciel, tu l'as pas. Parce que tu regardes la caméra, tu sais pas si tu captes au niveau visuel. Et du coup, il se passe des choses en non-verbal que tu n'as pas en fait en distanciel. Donc ça, c'est une merveille. Ok. Bon, c'est pas une ode drôle autour de la table que je fais, mais voilà, c'est juste je partage une expérience. Non, après, je pense que c'est un débat. Enfin, ce serait l'occasion justement d'avoir un topic là-dessus, entre le distanciel et la table. Parce que je pense que les 2 expériences sont intéressantes, amènent des choses différentes. Et puis après, voilà, heureusement que le distanciel est arrivé, parce qu'il n'y aurait pas eu ça. Il y a plein de jeux que j'aurais jamais joué. En plus, et puis il y a même des gens qu'on n'aurait pas rencontrés. Voilà, et ben voilà, clairement, si je suis là aujourd'hui, c'est bien grâce au distanciel, donc faut être objectif un petit peu. Ok, super. Question numéro 3, si ça te va ? Question numéro 3, oui. Alors, quel est pour toi ton meilleur souvenir de JDR et qu'est-ce qui le rend vraiment particulier, spécial ? Et après, on va prendre l'autre côté du miroir, forcément, quel est ton pire souvenir de JDR et qu'est-ce qui le rend mémorable par rapport à ça ?
S'il y a un Alors, pire souvenir, mais je pense que ouais, tout le monde doit en avoir pire un. souvenir est un grand mot. Oui, il y a des choses sur lesquelles on est critiqué. Enfin, on est critique, on va dire. Alors, le meilleur souvenir, voilà, c'est un peu nostalgique. Hein. Ça revient toujours à la première impression. C'est-à-dire que quand tu attends de faire du JDR pendant 10 ans presque, la première partie que tu vis, t'es au taquet. T'es à 200% en fait. Tu te dis, mais je vais jouer pendant 10 ans tout de suite là. Et donc, du coup, la première partie qu'on a faite, donc Star Wars, en système D6, hein, petit clin d'œil. petit clin d'œil à Camille, mais je découvre donc le jeu de rôle. Alors, l'avantage, c'est que je découvrais pas l'univers. L'immersion est donc complète parce que ça facilite la description du maître de jeu. Il n'y a pas besoin de décrire grand chose. On voit tout en fait. On est baigné déjà dans l'univers. On est dans l'univers, on entend les sons qui ne nous donnent pas, on voit les races qui ne nous décrivent pas. Mais on ne sait pas jouer parce qu'on n'a jamais joué au jeu de rôle. On a beau avoir 20 ans ou 22 ans, on fait des conneries de débutants. Et c'est ça en fait qui est mémorable. C'est des conneries de débutants. Et donc, je vais t'expliquer, je vais te faire la mise en contexte. Donc le groupe d'aventuriers, alors moi pour être très original, hein, j'ai fait un contrebandier, bon voilà, pas très original, hein, avec son vaisseau et l'équipe, on part dans l'hyperespace et le bond dans l'hyperespace est interrompu. Je ne sais plus pour quelle raison, par une panne moteur, l'hyperpropulseur qui tombe en panne. Voilà, un classique. Un classique. L'hyperpropulseur tombe en panne, on sort de l'hyperespace et là on se retrouve face à une planète. On arrive à une vitesse démesurée, donc il faut gérer une manœuvre de ralentissement un peu en urgence pour pas se cracher lamentablement sur la planète. Donc là, tu jettes les dés en espérant ne pas te cracher parce que la partie aura duré un quart d'heure. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Et donc lamentablement, on se pose sur la planète avec pertes et fracas. On ne sait pas où on tombe. Une planète luxuriante de végétation. Et là, on descend, on examine un petit peu les dégâts, ce qu'il y a à faire. Le maître de jeu nous dit, voilà, vous entendez des bruits et vous voyez des feuillages qui bougent au loin. Alors nous, on regarde un petit peu, on se dit, tiens, il y a une bête qui rôde. Et qui rôde autour. Mais comme on ne sait pas ce qui nous attend, qu'on est des jeunes joueurs, qu'on n'a jamais joué, on flippe notre race. Non mais c'est comme ça. Et oui, du coup, il dit voilà, vous entendez des pas et vous voyez des créatures arriver. La première réflexe, on dégaine nos armes, tous. Et il y en a un qui sort un détonateur. Eh ben oui, il y en a un qui sort un détonateur thermique. Donc le truc qui va défoncer la forêt. Et oui, et le maître de jeu. C'est exactement ça. Et là, le maître de jeu nous décrit les extraterrestres. Et alors, pour te faire la description de la race qu'on avait en face de nous, je sais pas si tu as connu ce dessin animé qui s'appelait les Snorkies, ces petites créatures. Ah oui, si, ça me dit un truc. Toutes petites, voilà. Bon, il faudra mettre une image éventuellement sur la vidéo YouTube des Snorkies. J'en ai pas à te donner, mais éventuellement, tu pourras en mettre une. Et il nous décrit ça, et je dis, ouais, c'est les Snorkies, quoi. Il dit, oui, ça ressemble un peu à ça. Et il parlait pas. Et moi, ma première réaction, diplomate, je dis à tout le monde, regagnez vos armes, attendez, c'est bon, on va pas se laisser intimider par ces machins-là. Et donc, ils me regardent tous d'un œil bizarre. L'autre, il est là avec son détonateur thermique dans les mains. Je le calme un peu. Je dis, ne bougez pas, on va discuter. On commence à discuter. Le machin nous parle, mais sauf qu'on comprend pas. Parce que le maître de jeu était un peu psycho-rigide sur les règles. Et en fait, on comprend pas ce qu'il nous dit. Il nous parle dans un langage extraterrestre. Et il s'approche de nous. Et là, qu'est-ce que je fais ? J'avais le flingue dans les mains, un blaster. Je tire en fait. Je dis à tout le monde de pas tirer. Et on défonce les Snorkies alors qu'ils étaient pacifistes. Hein. Ah ouais, t'as défouraillé le truc, ok. Et ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit mais qu'est-ce que t'as branlé? Donc, et en fait moi ça m'est resté parce qu'évidemment on a rigolé, on est parti en fou rire.
Mais j'ai eu peur, tu sais, ce mec qui a le flingue dans les mains, qui sait pas ce qu'il va en faire, qui tremble, et le mec qui fait un pas et bam, tu tires, tu tires alors qu'en face de par toi, t'avais pas un réflexe, adversaire, t'avais juste quelqu'un qui voulait venir te parler en fait. Et ça m'a marqué parce que ça nous est resté tout le temps, et aujourd'hui, bah, je suis un peu plus vigilant maintenant, quand je vois quelqu'un que je connais pas qui arrive, je fais un peu attention. Donc oui, ça m'a marqué, ouais, j'avoue que... Alors, j'ai ça deux fait questions beaucoup rire. par rapport à ça. Vu que c'était une de tes premières parties, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. C'était la première. La première, est-ce que par rapport à tout le schéma de pensée que tu t'étais fait en disant j'ai envie de jouer, le jeu de rôle c'est génial, etc., etc., je me crée des films à un univers particulier, est-ce que cette première séance a répondu à tes attentes de façon. Enfin, a juste répondu, était au-delà de tes attentes, ou tu t'es dit bon, c'est sympa, mais voilà, mais. Ah ben non, ça a répondu à mes attentes parce qu'en fait, je me suis rendu compte que nos actes avaient des conséquences. C'est-à-dire que tout n'était pas écrit, D'accord. que le maître de jeu nous donnait une situation Mhm. et qu'on pouvait en faire ce qu'on en voulait. C'est-à-dire aller dans le sens du scénario, comme en fait lui plomber le scénar et partir sur une autre direction. Et il nous en empêchait pas en fait. Et on était libre. Et c'est cette liberté en fait. C'est cette liberté que j'ai ressentie. J'ai dit en fait, on a le choix d'appuyer ou pas sur la détente. Alors c'est une métaphore, mais en fait c'est exactement ça. Le Ouais, joueur tu a es le choix de responsable faire vraiment de tes propres choix avec les conséquences Et qu'il ouais, pourrait y avoir tu derrière. veux faire autre chose, tu fais autre chose. Et c'est ça qui est génial. Et donc bah, évidemment ça m'a plu. Évidemment. Et quand tu Donc dis ça, c'est- t'étais flippé, c'était au sens figuré ou. Mais non mais clairement, si j'ai dit au maître de jeu je tire, c'est parce que j'avais peur. J'avais peur qu'on se fasse défoncer. D'accord, ok. Mais clairement. Et ça c'est. Je crois que ça m'a pas. Alors j'ai gagné en expérience évidemment. Hein, J'ai chopé de je, l'XP. je réagis différemment, mais oui. Mais malgré tout, cette peur de ne pas faire le bon choix, Ouais. elle existe toujours. Ah, bien sûr, ouais. Quelle que soit la partie que je fais. Et c'est ça en fait qui fait l'intérêt du truc. C'est que tu dis, mais est-ce que je fais le bon choix? Vers quoi je vais aller là? Dans quelle direction je vais emmener mon personnage et surtout le groupe ou le scénario? Et ça c'est génial. Enfin moi c'est ce qui fait le sel en fait. C'est ce qui te plaît dans la partie JDR, c'est de prendre tes propres décisions et que ça a une C'est conséquence derrière. Et... Exactement. Tout en étant dans un canapé ou sur une chaise. Oui, exactement, c'est ça. Et en erreur de débutant, j'en avais fait une deuxième derrière. Un an ou deux après, on avait fait un jeu qui s'appelle Bitume, je sais pas si. Ah si si, ouais, le Croc. Un peu post-apo, ouais. Avec les fourmis, c'est Croc qui avait fait le jeu, c'était un jeu de cirrhose. Ouais, c'est possible. Je masterisais pas, j'étais joueur. J'avais pas trop accroché à l'univers. Enfin, à certains points de règle, peut-être que je développerai si ça t'intéresse, mais pareil, j'avais fait des erreurs de débutant. Il y avait une partie du groupe. On était en scène de combat, une partie du groupe qui était enfermée dans une église qui combattait, l'autre partie qui était à l'extérieur de l'église qui combattait aussi, et moi j'étais à l'extérieur, et je sais pas ce qui m'a pris, j'avais des personnages de mon groupe qui étaient en combat au corps à corps avec des individus, et je m'amuse à lancer une grenade. Déjà, rien que ça, c'est très con. Donc, mais je le fais. Parce que mon idée c'était de cibler la personne ennemie et pas bon. Sauf que bon, bah, moi je connaissais pas les règles, il m'explique qu'il y a un cône de dégâts qui fait comme ça, donc je lance la grenade, je leur dis bah, mettez-vous à terre puisque si vous êtes dans le cône, bah, vous n'aurez pas les dégâts. Sauf qu'évidemment, le lancement de la grenade, ça se fait faire un jet de dés. Un peu comme tout, c'est ça qui est fun. Un peu comme tout, et la grenade tombe pas où je veux. Ah oui. Et donc je défonce littéralement mon acolyte qui ne meurt pas. Ah oui, en plus, qui est condamné. Qui me regarde et qui me dit mais t'es débile, pourquoi t'as lancé une grenade? Je dis ouais mais bon l'ennemi il est là. Et l'erreur en fait elle n'a pas été là, l'erreur c'est ce qui s'est passé après. C'est qu'au tour d'après, je reprends une grenade et je refais la même chose. Tu réitères la même chose? Parce que je me suis dit non mais j'ai pas eu de chance. Je me suis dit j'ai pas eu de chance au dé. Ça peut pas arriver deux fois. Et bah si, ça arrive deux fois. Et le personnage est mort. Il m'a regardé, mais tu viens de me tuer en fait. Alors ça m'a marqué aussi. Et puis j'ai pas aimé le jeu pour ça aussi, parce que voilà. On est d'accord que là, on est dans les bons souvenirs. Hein. Ça, c'est les bons... Mais oui, c'est les bons souvenirs, parce que c'est les erreurs qui marquent. On est d'accord que c'est les erreurs qui marquent. Donc oui, après, ça sera intéressant de poser la question à la personne qui est morte.
Est-ce que c'est des bons souvenirs ou pas? Mais tu sais qu'il m'en reparle régulièrement et qu'on est mort de rire à chaque fois. Alors ça, je trouve ça vraiment génial. Comparé à un jeu, enfin je sais pas pour toi, mais comparé à un jeu de plateau, quand je joue un jeu de plateau, je m'amuse bien parce que moi j'aime beaucoup les jeux de gestion et d'optimisation, etc. Mais finalement, une fois que tu as fini la partie, que tu aies gagné ou que tu aies perdu, t'as pas vraiment de souvenir de fort. Alors que dans un jeu de JDR, justement, tout ce que tu racontes là, c'est comme si que tu l'as vécu, c'est imprégné, et même des années après, en fait, tu l'as encore dans la tête. Ouais, exactement. Tu crées des souvenirs. Alors qu'un jeu de plateau, un jeu de cartes, on parlait tout à l'heure de Magic, tu dis ouais, bon c'est bon, le mec je l'ai poutré en face, voilà. Mais finalement, ça rien, ça marque pas pareil. Ça marque pas pareil. Le JDR, ça marque, ça crée des souvenirs parce que ça force l'imagination et du coup, ça marque pas pareil. Mais après, oui, c'était des erreurs, mais qui nous ont fait tellement rire et passer des bons moments en fait. En plus, ouais. Donc oui, c'est des belles expériences de jeu. Enfin, moi, j'ai adoré. Ah, non, ouais. Mais dans ce jeu-là, Bitume, la petite aparté point de règle, j'aime beaucoup les règles. J'aime beaucoup les règles, mais là, c'était abusé. À un moment donné, on se retrouve dans une situation où on est sur le bas-côté de la route, c'est un peu le désert, on est en panne de fuel, hein, tu vois un peu l'univers Mad Max. Un ennemi qui nous confronte, on arrive à le dominer, et puis c'est un peu sans pitié ces mondes-là, il n'y a pas de... c'est blanc ou noir. C'est du post-apo pur et dur. Et donc je cale mon calibre sur le crâne du mec, et je dis au maître de jeu, je tire. Alors, il me dit, ok, localise-moi les dégâts. Je dis quoi? Je lui dis, je mets le truc sur le crâne. Il me dit, oui, mais c'est marqué dans la règle, il faut localiser les dégâts, quelle que soit la situation. Ah ouais, non, mais c'est débile. Et là, j'ai dit, non, mais c'est débile ce que tu es en train de me dire. Il n'y a pas de sens. Et ben, j'ai tiré, et ben, je l'ai pas tué. Après, je pense que c'est le maître du jeu qui est. C'est même pas la règle, je pense que c'est le maître du jeu qui. Ouais, c'est le maître du jeu. Qui a pas bien anticipé. Un peu psychorigide. Mais bon, ça frustre un peu. Après, je pense que tu dois prendre des décisions quand ça te paraît logique. Enfin, tu zappes un peu le côté règle, mais. Enfin, à mon sens. Mais... Ah, il faut être cohérent, oui, il faut être cohérent. Donc voilà pour les meilleurs souvenirs. Ça, c'est pour les bons souvenirs. Ce sont des erreurs de jeu. Alors, sur les mauvais souvenirs, alors, c'est pas vraiment des mauvais souvenirs, mais c'est des choses sur lesquelles je suis un peu plus critique. Il y a deux aspects. Le premier, c'est quand tu as autour de la table un joueur qui est mauvais, en fait. Qui est mauvais dans le sens où quand je dis mauvais, c'est pas quelqu'un qui manque d'expérience, parce que quelqu'un qui manque d'expérience, il va en gagner. Il va apprendre et il va écouter, et puis il va... Mais quand quelqu'un, tu lui dis non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça, et que malgré tout, il est têtu, parfois de mauvaise foi, quelqu'un qui n'est pas ouvert à la discussion, qui est un mauvais joueur en fait dans ses décisions, ça plombe la table. Ça plombe la table et c'est pas bon du tout en fait. Et bon voilà, on a eu un joueur comme ça une fois et ça a plombé un peu l'ambiance du groupe. Donc on lui a fait comprendre qu'il fallait sortir. Et puis il prenait des décisions qui étaient complètement incohérentes. Enfin, je veux dire, je masterisais une partie et il jouait une espèce de rôdeur un peu camouflé dans une cape avec une capuche, quelqu'un qui manipule les arcs. Et on était en situation de combat, il était un peu aux prises au corps à corps, enfin, il n'était pas trop en distance pour pouvoir tirer avec ses flèches. Et là, il me sort, je prends une flèche à ma main et je charge. Ah oui. Alors, on s'est tous regardés avec les joueurs, avec des yeux comme ça. Je lui dis quoi? Tu charges avec une flèche? Elle me dit oui, c'est quoi le problème? Je dis si tu veux, vas-y, amuse-toi. Et donc on lui a expliqué que c'était une connerie, mais il a insisté en fait. Et si tu veux, il y a cette espèce de mauvaise foi et ça plombe un petit peu l'ambiance. Oui, ça plombe vraiment la table. Voilà, c'est difficile de trouver des bons partenaires. J'ai eu de la chance jusqu'alors, hein. J'ai pas eu trop de déconvenus là-dessus. Mais s'il doit y avoir des mauvais souvenirs, c'est lié aux personnalités en fait et aux gens. Oui, pas forcément un scénario ou par rapport à une expérience de jeu, mais c'est plus la table qui est pas adaptée ou. Oui. La table qui n'est pas adaptée. Mais c'est pas évident de sélectionner ses partenaires, on connaît pas toujours tout le monde. On prend encore plus de risques quand on joue en distanciel. Hein. Tu arrives sur une table, tu connais personne. C'est pas évident au départ. Hein. Après, tu peux faire un casting, généralement. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Ah ouais, tu castes. Au tout début de la chaîne, à chaque fois que j'avais quelqu'un qui voulait jouer, et même maintenant, en fait, entre guillemets, je fais une discussion avec lui. En off.
pour savoir si ça match avec ce que j'attends en fait. Autrement, c'est pas la peine. D'accord. Parce que ça va plomber l'expérience de jeu pour tout le monde. Moi, ça va pas m'amuser et j'aime m'amuser en fait. Donc, ouais, Oui, bien sûr. non, ouais. Non, mais c'est bien de caster parce qu'il faut qu'on vibre de la même manière en fait, sinon ça marche pas. Autrement, ça n'a pas vraiment de sens en fait. S'il y en a un qui s'amuse et tout le reste ne s'amuse pas, bon. Et comme tu dis, l'expérience de jeu en plus c'est pas bonne pour tous. Donc quand ton temps est limité avec des plannings, voilà. Parce qu'il y a la famille, il y a tout le carcan de la vie habituelle. Quand on se réunit, enfin en tout cas pour moi, je casse les personnes, clairement. Ouais, mais t'as raison. Après, sur les univers, en mauvaise expérience, c'est pas une mauvaise expérience, mais disons que c'est un des univers que j'aime le moins, c'est avoir joué à Dark Heresy, donc Warhammer 40 000. Ah, 40K. Alors désolé pour tous les aficionados de 40 000, et je sais qu'il y en a sur ta communauté. Il y a Julien qui est fan de 40K. Mais ouais, je sais, je vais me faire bannir. Mais j'ai pas adhéré à l'univers et du coup ça a gâché mon expérience de jeu. Même si je pense que le jeu est très bon, en fait j'ai eu du mal à accepter d'intégrer un univers un peu, je vais être extrême, mais un peu fasciste. Ah oui, donc 40K c'est carrément ça en fait. C'est carrément fasciste. Et du coup, tu joues du bon côté, le moins pire, entre guillemets, mais en fait c'est le moins pire. T'as quasiment aucune liberté d'action. Faut rendre compte de tout. Tu te fais défoncer dès que tu fais un écart. Tes chefs, ils te prennent pour des pions et t'es une merde en fait pour eux. C'est très lourd, c'est très pesant. Et je sens pas cette liberté d'action que tu peux avoir dans d'autres jeux de rôle. Et du coup, j'avais l'impression d'être les méchants alors que voilà. Et puis, ce qui est frustrant aussi dans l'univers 40K, enfin du moins c'est comme ça que moi on me l'a décrit. Après, j'ai pas approfondi l'univers. C'est qu'on m'a dit voilà, on lutte contre le chaos. Et en gros, la lutte est vaine, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, de toute façon, le chaos va gagner. Donc, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Et du coup, j'ai eu cette frustration de me dire, mais l'univers, en fait, il m'attire pas. Donc, j'ai joué à Dark Heresy, c'était une belle expérience de jeu, mais j'ai dit au maître de jeu, j'adhère pas. Terminé. C'est pas pour moi. Alors, pour prendre un contre-pied, admettons, quand tu as joué à Sombre, on a joué ensemble à Sombre, de mémoire, là où tu sais que tu joues une victime, et qu'à la fin, ton taux de survie est assez faible. Oui. Donc en fait, tu vas jouer quelqu'un qui va mourir. Ça, c'est quelque chose, entre guillemets, tu gagnes pas le scénario, si on peut prendre. C'est quelque chose qui te dérange, ça, ou pour faire le parallèle avec 40K, par exemple. Tu sais que c'est désespéré, et là. Pas du tout, parce que alors, dans 40K, tu peux gagner le scénario. Il faut que tu gagnes, parce qu'il y a des campagnes quand même. Non, oui, tu peux gagner le scénario, mais. Dans Sombre, alors le postulat de départ, si tu veux, il est donné, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est sur un one-shot et qu'on est destiné à mourir, et ça, je l'accepte complètement, et après, on s'amuse là-dedans, en fait, dans ce cadre-là. Le postulat de départ est très clairement donné. Là, ce postulat-là, il n'est pas clairement donné, je l'ai su en tant que joueur, parce que je suis un peu intéressé à l'univers Warhammer, mais le maître de jeu ne l'a jamais dit. Et si tu veux, on t'envoie dans une histoire qui t'a fait même évoluer ton personnage. C'est très punitif en plus ce jeu. Enfin, moi je me suis fait défoncer, j'ai perdu un bras, il a fallu que je mécanise mon personnage. Vraiment, c'est avec des moyens que j'avais pas, donc c'était l'acquisition qui me réparait parce que j'avais pas les moyens de le faire. Et en gros, il me faisait une fleur. Et le maître de jeu était très tolérant parce qu'en théorie, il faut gagner sa vie, puis il faut se faire réparer. Donc c'est beaucoup plus punitif que ça. Donc cette absence de liberté et cette absence de conséquences dans les actes m'a un peu gêné. Mais c'était à une époque où je n'avais pas connu le distanciel non plus, et encore moins le one-shot. J'étais vraiment dans un état d'esprit d'investissement dans le personnage. Et voilà, exactement. Depuis, j'ai découvert le one-shot et j'ai appris à aimer le jeu de rôle autrement aussi. Maintenant, effectivement, en y réfléchissant, tu me dirais, on fait un one-shot ou un 40 000 et tu perds ton personnage à la fin, potentiellement. Alors après, dans l'absolu, je prendrais peut-être les choses avec beaucoup plus de relativité. Non, mais c'est vrai. Je pense que je serais moins frustré. Comme j'aurais envie de faire moins de choses, je serais moins frustré qu'on me dise où aller, en fait. Et c'est un petit peu aussi ce que j'ai appris en jouant en distanciel, c'est à me laisser porter par une histoire, et à prendre du recul et à m'amuser malgré tout, malgré le fait que ça soit fini à la fin, quoi.
C'est compliqué ça, justement, de prendre du recul Enfin, ça demandait un temps d'adaptation par rapport à une table physique où tu sais que tu as une campagne sur le long cours et... Alors, je m'attache pas spécialement à mes personnages, comme certains de mes joueurs autour de la table qui, eux, sont... C'est le bout de leur vie quand leur personnage meurt. Moi, je suis pas comme ça. Par contre, en fait, j'attachais de l'importance à voir vivre mon personnage. Et effectivement, rentrer dans le mode one-shot en distanciel, ça a été une nouveauté pour moi parce que j'ai dû, je parlais tout à l'heure d'appropriation, j'ai dû me dire, bon bah, joue ton personnage, approprie-le à toi, mais t'attaches pas en fait. N'essaie pas de le faire évoluer parce qu'il évoluera pas, à la fin dans 3 heures c'est fini et tu passes à autre chose. Donc j'ai appris à faire ça. Donc, un côté frustrant là-dedans ou... Bah non, parce que... ça dépend à quoi on joue. Dans des jeux comme Sombre, en fait c'est pas frustrant parce que les jeux sont faits pour ça. Ils sont destinés à ça. Dans des jeux qui permettent l'évolution des personnages, ça peut être un peu plus embêtant, un peu plus frustrant. Alors, Toulouse est très bien dimensionné pour du one-shot, mais il offre aussi la possibilité de voir évoluer les personnages. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop développé, mais c'est une possibilité. Alors, effectivement, ça ne me dérange pas de prendre un pré-tiré quand on sait que ça va durer 3-4 heures. Si on part sur une campagne, j'aurais tendance à dire est-ce qu'on peut créer le personnage parce que je vais m'investir un peu plus dans le personnage, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et ça t'est déjà arrivé de refuser un personnage parce que ça correspond pas à ta vision ou en tant que joueur ou en tant que maître de jeu par rapport à ma table? Non, par exemple en tant que joueur. Mettons, là par exemple tu parlais de 40K où t'aimes pas forcément l'univers ou parce que c'est dirigiste ou parce qu'en fait tu joues pas forcément... Enfin, tu joues les moins pires dans toute la vie de la société. Je sais pas, si on te donne un personnage dans un monde même contemporain, etc. et que t'aimes pas le background parce que peut-être que le gars a une orientation pas particulière ou alors c'est un schizophrène ou alors c'est un tueur en série ou alors c'est un violeur, etc. Et ça tu veux dire non, hop, ça je prends pas quoi. Ou tu vas dire plutôt c'est un challenge en termes d'interprétation. Et c'est juste en fait une fiche de perso, c'est comme si je suis un acteur et je prends le défi de jouer ce personnage. Alors, ça m'est arrivé de faire des efforts sur des univers qui a priori ne me plaisaient pas, où je me suis dit, bah Greg, c'est un jeu quoi, amuse-toi, on s'en fout si t'aimes pas l'univers, t'es là pour t'amuser. Donc ça j'arrive à prendre cette distance. Et finalement, je m'amuse très bien. Sur des personnages, on m'a jamais rien imposé qui ne me conviennent pas. En jouant autour de la table, on a toujours fait de la création de personnages. Donc on allait là où on voulait. Depuis que je joue en distanciel, effectivement, c'est que des pré-tirés. Mais à chaque fois, j'arrivais à trouver mon bonheur, même si parfois j'ai pas eu beaucoup de choix et j'ai eu à jouer des personnages vers lesquels je n'aurais pas été à la base parce que comme tu dis ça représente un challenge et je me sentais pas à l'aise à relever le challenge et puis finalement je me suis dit mais vas-y de toute façon t'as rien à perdre, fais-le comme tu le sens. J'avais eu l'occasion de jouer une femme d'ailleurs, c'était assez intéressant. Je suis pas à l'aise à jouer des femmes parce que j'ai l'impression que je joue mal en fait, donc j'évite d'en prendre. C'est pas du tout sexiste, c'est juste que j'ai l'impression de mal le faire. Donc, mais c'est pas pour autant que je le refuse, quand j'ai pas le choix, je le fais volontiers en fait. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion de jouer récemment. Je faisais une partie d'Alien avec des collègues en distanciel. Et en pré-tiré, je jouais un androïde, genre Bishop, tu vois. Ah oui, je vois bien. Sauf que cet androïde avait un défaut de programmation, il y avait une espèce de double personnalité. D'accord. Donc d'un côté, l'androïde en mode normal était médecin, et là en soutien par rapport au groupe, par rapport à l'escouade. Et quand le bug intervenait, donc ça c'est le maître de jeu qui déclenchait les choses, c'était une personnalité féminine qui apparaissait et qui avait pour consigne de détruire toute personne ayant été en contact avec des xénomorphes. D'accord, donc bipolaire on va dire. Donc le groupe dans lequel j'étais aussi. Normal. Donc, par défaut, ça veut dire que je devais tuer en fait mes collaborateurs. Ouais. Alors pour jouer ça, j'avoue que c'était compliqué quand même. Pas facile, parce que quand je buguais,
il fallait que je prenne des décisions qui allaient mettre en péril le groupe sans que les autres le voient, sinon je me faisais défoncer tout de suite. Et oui, c'est un petit peu le twist de ce jeu d'ailleurs qui est assez intéressant, c'est que chaque personnage a une target spécifique un objectif secret qui n'est dévoilé qu'à la fin. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc ouais, c'est pas évident de sortir de son cadre en fait en tant que joueur parce qu'on n'est pas des acteurs pas tous. Pas tous, ouais. Matt, si tu nous regardes. C'est ça. Donc, mais en tout cas, pour ceux qui sont pas habitués à ça, c'est un vrai challenge et c'est aussi ça qui fait le plaisir de la partie. Oui, exactement. Après, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, c'est toujours bien, je trouve, de pouvoir sortir un peu de la zone de confort. Mais même si, comme tu le dis à juste titre, hein, c'est vraiment pas évident. Quoi, donc, Non, c'est pas évident. Après, quelqu'un qui me demanderait de jouer un violeur, je sais pas. C'est pas une question de sécurité émotionnelle parce que bon, je suis pas fragile, mais faut vraiment qu'il y ait un intérêt scénaristique derrière. En fait. Oui, voilà, faut que l'histoire soit agencée. Ouais, si c'est juste pour dire, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas des non, on est d'accord. Moi, je pensais plus à un jeu comme Cult, par exemple, où les personnages sont assez. T'as plus de défauts que de qualité en fait. Donc, t'as vraiment des travers qui vont plutôt loin dans le background. Donc, Ouais, alors Cult, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. J'ai vu quelques vidéos, c'est très dur, hein, c'est très violent. Ouais, c'est un jeu qui est assez sombre. Ouais. Gore un peu, non? Pas forcément gore. Enfin, je dirais plus malsain en fait. Donc, pour moi, il y a un côté malsain dedans en fait. Donc, j'ai jamais masterisé, je l'ai lu, mais j'ai pas encore masterisé. Bon, à voir. C'est spécial, ouais. C'est spécial. Je pense que là, il faut mettre les verrous émotionnels avant pour bien prévenir tout le monde. Tout ce qui va bien. Et d'où l'importance aussi de faire un casting aussi en amont. Ouais. Donc, ça tombe bien parce qu'on est en train de parler d'univers. Donc, je te propose de passer à la prochaine question qui est que, alors, en tant que maître du jeu ou joueur, quels sont les thèmes que toi ou les univers que tu aimes explorer, que tu apprécies, que tu aimes masteriser ou tu aimes jouer et toujours à peu près pareil, hein, en fait. Quelle est pourquoi derrière, en fait? La raison. Ok, alors je vais commencer par parler des univers pour migrer après sur les thèmes. Alors, dans les univers médiéval fantastiques, alors je vais pas être très original, hein, parce que de toute façon, on n'est pas 36 000. Dans les univers médiéval fantastiques, j'aime beaucoup me balader dans les terres du milieu. Ah, JRTM, Tolkien, etc. Ouais, l'univers est assez riche et très intéressant. Alors le jeu est dur. Alors quand je parle du jeu, je parle le jeu de rôle des termes du milieu, c'est-à-dire le truc des années 80-90 là. Ah ouais. J'avoue que j'ai pas testé l'anneau unique. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'aime bien l'univers. Voilà, c'est pareil un peu que Star Wars, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de difficultés à s'imaginer les choses parce qu'on a beaucoup d'images en tête. Parce que c'est riche, parce que j'ai plaisir à vagabonder là-dedans. Toujours dans les univers médiéval fantastiques, il y a deux autres jeux auxquels j'ai beaucoup apprécié jouer. C'est Shin et L5A. Alors L5A, pourquoi? Parce que le RP est très exigeant. Ouais. C'est un RP de fou là-dedans, avec une étiquette énorme. Tu peux pas dire ce que tu veux, à qui tu veux, comment tu veux. Tu dis un truc de travers, hein, tu te fais seppuku direct avec le sabre. Donc c'est très exigeant en termes de RP, mais c'est tellement intéressant et j'ai adoré jouer à ce jeu. Et le pendant chinois, c'est Chine en fait, hein, inévitablement. C'est un jeu assez extraordinaire. Enfin moi j'ai beaucoup aimé ça. Alors pourquoi? Parce que j'aime la culture asiatique. Je fais du kung-fu depuis maintenant un certain temps et donc forcément faire du jeu de rôle en pratiquant des techniques de kung-fu avec l'aspect fantastique derrière et la mythologie chinoise, pour moi c'est juste un vrai plaisir de jeu en fait. Et le jeu s'y prête bien, le jeu permet de faire de la campagne, de développer des personnages, il y a beaucoup d'ésotérisme, de mythologie chinoise, et donc ces univers-là me parlent en fait, et j'aime beaucoup ça. Quand tu dis L5R, ton clan favori c'est quoi? Alors j'avais joué le scorpion avec les deux sabres. non, pas le scorpion. Non, c'est pas le scorpion, c'est le dragon. T'as le dragon. Ouais, t'as le dragon. Ouais. Le scorpion, c'est les espions. Non, c'est le dragon avec les deux sabres. D'accord. Les dragons, c'est ceux qui sont tatoués. Exactement. Exactement. Ouais. C'est parce que ils sont trop forts. C'est marrant. J'ai fait l'interview de Shadowcat
la semaine Oui. dernière et on a parlé justement de L5R et L5R. ouais, je te laisserai voir son clan. Je regarderai. Ah oui, d'accord. Tu me spoil pas, je regarde. Non, je spoil pas, mais L5R, ouais, c'est un univers. Peut-être la licorne alors, non? Pas de Si, spoil. rien, d'accord, je verrai, je verrai. Pas de spoil. Mais il faudrait qu'on en discute avec Shadowcat alors. Mais oui, j'aime beaucoup ce jeu. Ce jeu est vraiment bon. C'est une belle expérience de jeu aussi. Alors, j'étais pas maître de jeu, hein, j'étais joueur. Mais j'ai adoré. C'était vraiment sympa. C'est un bel univers. Après, lui aussi, hein, qui est décliné en un tas de jeux de société et notamment en jeu de cartes aussi. En jeu de cartes, ouais. Le premier Qui est jeu de très cartes bon, est incroyable. Ah, je connais que la dernière édition où j'avais testé, mais le premier, je connais pas. Ouais, j'ai passé des années de Ah ouais. sur ce jeu, ouais. Donc, alors, voilà pour les univers médiévaux fantastiques. Et puis, alors, il y en a un D'accord. aussi, mais ça, c'est plus parce que c'était mon premier jeu de rôle en tant que maître de jeu, qui s'appelle Prophétie. C'est du Medfan beaucoup plus classique. Mais comme c'est mon premier jeu de rôle, Prophétie. Ah, c'est avec le dragon, c'est sur la cover, c'est ça? Ouais, c'est ça. je t'enverrai l'image de la cover si tu veux la montrer. Exact. C'est un peu un jeu en marge hein, de Donjons et Dragons. Il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains, il n'y a que des humains et des dragons. Mais comme c'est le premier jeu que j'ai découvert en tant que maître de jeu, c'est un de ceux que je me le suis plus approprié, on va dire, et donc j'aime en fait partir à l'aventure dans ce jeu-là. Alors j'ai jamais joué personnellement, j'ai joué en tant que maître de jeu, mais pas en tant que joueur. Ouais, j'aime beaucoup le faire découvrir. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est juste un point de règle en fait qui diffère de tous les autres jeux. C'est que, pour expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas ce jeu, il y a une prise de parti dans ce jeu qui est... Les dragons en fait sont des dieux, d'accord, qui ont façonné le monde. C'est indéniable, c'est un fait. Et ils sont vivants. Ils sont présents parmi les humains. Leurs enfants en tout cas, pas les fondateurs. Et donc il y a une espèce de respect de ces créatures. Il faut les respecter pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont quand même les créateurs de tout, et sans eux il n'y a même pas de magie. Ils sont pas trop fachos, même s'il y a un petit peu de règles quand même à respecter. Et donc il y a cette tendance à être d'accord avec eux et à pas les vénérer, mais à vivre selon les principes qu'ils ont essayé d'inculquer aux humains. D'accord. Il y a une seconde tendance qui s'appelle l'humanisme, mais qui est un peu une tendance émancipatrice. En disant on est des êtres humains, on a une pensée indépendante, ok, vous nous avez créés, mais laissez-nous vivre et puis laissez-nous créer nos propres règles. Et il y a une troisième tendance qui est un peu plus fataliste. Alors, c'est pas le mal en soi, c'est plus la réciprocité, c'est plus les choses un peu sombres, c'est plus les coups fourbes et c'est plus l'aspect un peu vil de l'être humain qui ressort. Et donc ces trois tendances sont matérialisées dans le gameplay complètement. C'est-à-dire quand tu fais une action importante, tu jettes 3 dés. D'accord. Un pour chaque couleur, un pour chaque tendance. Et le joueur va devoir choisir vers quelle tendance il s'oriente. Et ça va orienter en fait le RP de son personnage. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Si tu vas dans la tendance qui est majoritaire à ton personnage, c'est correct. Si tu vas dans une tendance différente pour avoir le résultat de dés qui t'intéresse et réussir ton action, tu vas pouvoir le faire, mais il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences, ouais. Et il faudra que tu les intègres au niveau de ton RP. Donc ça a des conséquences RP importantes. Et tu vois le personnage changer en fait au fur et à mesure de... Et après dans les règles de magie c'est encore mieux parce que quand tu fais des réussites critiques avec des tendances qui ne sont pas les tiennes, tu as des effets secondaires de malade, enfin, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, donc c'est un jeu qui m'a beaucoup plu pour ça. Voilà, après dans les thèmes dans les thématiques science-fiction, bah, Star Wars parce que c'est une Madeleine de Proust, hein, j'ai été bercé là-dedans. T'as été bercé par l'univers. Exactement, ouais. Exactement. Alors, qu'est-ce que je recherche en fait dans les thématiques? Ce que j'aime, c'est explorer, tu vois. C'est partir à la découverte, aller à la recherche des connaissances perdues, tu vois, explorer des ruines, redécouvrir des civilisations, d'anciens savoirs, ou faire émerger des connaissances ou des pouvoirs. Cet aspect de découverte, j'aime beaucoup ça, mais ça, c'est les jeux à campagne, hein, évidemment. Hein. Après, on peut le faire aussi sur du one-shot, ça peut s'entendre. Et cet aspect découverte qui est un petit peu synonyme de liberté. C'est ça que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai choisi ces jeux parce que c'est des jeux assez open bar. Hein, ouais, c'est des mondes ouverts. Ouais, bien sûr. C'est des mondes ouverts, voilà. Donc Après, est-ce que c'est pas compliqué justement de se détacher complètement parce que l'univers de Tolkien est assez scripté. Enfin, tout le monde a les films les 3 films plus le Hobbit, etc., etc. Est-ce que c'est
pas compliqué de jouer justement dans cet univers où t'as un peu ce carcan en fait, hein. Aragorn, Gimli, etc. Ouais, mais tu les rencontres pas en fait. Enfin moi, ce que j'ai fait, on n'a pas rencontré les personnages principaux, on n'a pas rencontré les protagonistes nous connus. On était vraiment dans des aventures qui étaient localisées. D'accord. Dans des régions bien particulières, à petite échelle. Alors après, je dis pas, c'est vrai que dans les éditions qui sont sorties récemment, je sais pas si les protagonistes connus sont intégrés. Je sais pas. Mais ce qu'on a fait, c'était vraiment à petite échelle. Ta remarque, elle est valable aussi pour du Star Wars. Hein. Bien sûr. C'est tellement scripté que ta marge de manœuvre, elle est très faible. Et je trouve que Tolkien, c'est encore. Enfin, c'est plus prononcé, vu que moi j'ai vraiment en tête les films avec qui suit vraiment la communauté de l'anneau qui va jusqu'au monde. Star Wars, c'est tellement un monde ouvert, et maintenant avec toutes les séries qui sont sorties sur Disney+, enfin, je trouve beaucoup plus ouvert que Tolkien. Mais après, c'est peut-être juste mon mindset. C'est possible, ouais. Après, le seul souvenir, enfin, j'ai quand même un souvenir négatif sur L5R, enfin, Tolkien, l'aventure en Terre du Milieu, donc le premier jeu qui était sorti, les règles, c'est abusable. C'était JRTM, non, c'est ça? JRTM, jeu de rôle en Terre du Milieu, ouais, c'est ça. C'est une cover rouge avec... parce que j'avais ce bouquin-là. Je sais pas si tu l'as masterisé, mais te connaissant, je pense que ça t'aurait saoulé. Ouais, ça m'a saoulé tout de suite. Voilà. Mais la couverture était super belle. Donc, c'est imbuvable. C'est imbuvable. Imbuvable. Les combats sont d'une longueur. Donc je pense que si un jour je devais repartir dans l'état du milieu, ça serait plus avec la Unique, parce que je crois qu'il est un peu plus fluide. Mais alors il y a la Unique et également la V5. La V5 de D&D justement qui est... Ah ouais, je sais pas, ça me plairait ça. Après c'est D&D à toutes les sauces. Système voilà, ça générique. son caractère. Ouais, voilà, je suis d'accord. Ouais. C'est pas forcément le plus... Donc voilà, ouais, l'exploration, c'est le thème qui me plaît beaucoup, ce désir de liberté. Alors c'est un peu paradoxal parce que j'y trouve quand même pas mal mon compte quand on fait du one shot. Et les one shots, c'est pas, t'as pas ça en fait, hein, c'est beaucoup plus dirigiste. C'est dirigiste. Mais c'est un autre plaisir. Tu vas chercher autre chose en fait. Tu vas chercher une expérience, tu vas chercher un souvenir, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, tu veux vivre quelque chose, tu veux avoir peur. Quand on fait du Toulouse, parce que Toulouse est assez large aussi, mais tu veux te faire peur en fait, et ouais, c'est ça qui est sympa. Alors ça, est-ce que dans un jeu de rôle, t'as vraiment une fois eu genre des frissons? Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Mais non, pas des frissons, mais disons que la tension parfois augmente ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vais-je faire le bon choix? Est-ce que en faisant ça, je vais pas précipiter mon personnage vers la mort? Et dans ces jeux-là, dans les one-shots qu'on peut faire ensemble avec tous les jeux un peu sombres, c'est encore plus présent en fait. Parce que tu sais qu'à tout moment, un mauvais choix peut te précipiter vers une catastrophe. Et puis le temps est ramassé. Beaucoup plus que dans les autres jeux, et le temps est ramassé. Et donc du coup, tu as cette pression de faire la bonne décision tout de suite et maintenant. Et puis l'ambiance, voilà, t'as pas peur évidemment, mais cette ambiance malsaine, c'est malsaine, pesante. C'est ça. Et ça monte au crescendo. Et, non, mais on le ressent quand même. Hein. C'est pas un mythe. C'est pas complètement anodin. C'est pas complètement anodin. Donc finalement, entre le Medfan et la partie SF, pareil, t'aurais un poids, ça serait quoi? C'est 60-40, 60 Medfan et 40 SF. Ta préférence va plus... Parce que j'ai l'impression qu'entre... 70 Medfan et 30 SF. Ah, ouais. Et un peu le contemporain pour la partie Cthulhu. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Parce que finalement, on a pas mal joué sur la partie Cthulhu. Mais finalement, moi je masterise pas de Medfan, pas encore. De Medfan, non. Quand on a fait du sombre, c'était du contemporain. Ouais. Cthulhu, c'est du contemporain aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que majoritairement, les jeux de rôle un petit peu en ambiance horreur, c'est souvent contemporain. Hein. Après, je crois qu'il y a une version Medfan de Cthulhu, c'est pas Ténébris Ténébris, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Exactement. À peu près sur l'an 1000, type ABI, choses comme ça. Qui a l'air sympa. Ouais. Donc, ça tourne sur quel système? C'est un système autonome Alors, de mémoire, je dis pas de bêtises, je crois que c'est du Cthulhu Hack. Ah oui, d'accord. Mais il faudrait que je... Oui, c'est du Cthulhu Hack, clairement. C'est pas de la V7, c'est du Cthulhu Hack. C'est du Rollander. D'accord. Et ouais.
Ça permettrait d'allier un peu les deux, ce que t'aimes. Ah oui, et ça allie les deux. Il y a l'aspect médiéval et l'aspect Cthulhu qui était pas mal. Voilà, la pelle du pied, si jamais. Non, ouais, non. Non, j'attends impatiemment que Julien nous fasse découvrir des films. Ah oui, alors ça, c'est... Ouais, ça, je pourrais en parler, des ans de ce jeu. Il y a à dire, ouais, c'est vrai. Logiquement, je crois qu'il a prévu de masteriser ça sur octobre, mais je vais le relancer parce que c'est... Ne serait-ce que pour faire un one-shot pour voir si vous aimez l'univers. Oui, mais clairement. Ça, c'est pareil, c'est un jeu qui se prête. Tu peux faire du one-shot, mais je pense que pour découvrir le jeu, il faut en faire et en faire. Ah, il faut le jouer en campagne. Et ça, ouais, le jeu, il prend toute sa dimension. Mais bon, ça va venir, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas. Bah, dans le même ordre d'idée, j'avais testé Magna Veritas. Et Satanis, ouais. Ah, ça, c'est une merveille, ce jeu. C'est très rigolo. Bah, il y a assez plus beau de décoffrage, à mon sens, qu'un Nephilim, qui est clairement ésotérisme et Nephilim. Alors l'autre, c'est tu défourailles du démon et c'est ça. ou tu plumes de l'ange. C'est ça, exactement. Mais beaucoup d'humour dans le jeu. On sent la patte de croque. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui avait fait pareil. Bitume, hein. Non, Bitume, que tu citais. Ah oui, Bitume. Oui, Bitume. Je pense qu'il aime bien les jeux un peu bout de fonderie, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est sympa. Ah oui, c'est sympa, oui. Dernière question, avant la question dédiée. Yes. Alors, imagine que tu dois t'exiler sur une île perdue, à des milliers de kilomètres de la civilisation. Ça peut être soit un crash d'avion, soit un bateau, soit tu te dis par toi-même, bah allez, j'en ai marre du monde actuel, hop, je vais sur une petite île, et tu as le droit d'emmener 3 ouvrages, qui sont pas forcément des bouquins de JDR, ça peut être des ouvrages que tu as lus, que tu aimerais lire, ça peut être un essai de 40 pages, ou toute l'encyclopédie. Qu'est-ce que tu emmènerais ? Alors, c'est une bonne question. Alors, je vais reprendre ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que j'ai lu la saga de la Communauté de l'Anneau, mais il y a longtemps, et je serais curieux de la redécouvrir avec un œil différent, avec un œil de quelqu'un qui a vu la série, qui a vu les séries, pour essayer d'y détecter des petits trucs en plus. D'accord. Et puis, quitte à être seul sur une île déserte, bah, autant avoir de la lecture en masse. Donc du coup, c'est des bouquins qui sont conséquents. Voilà, et ça, j'aimerais bien me le refaire. J'avoue, j'aimerais bien me le refaire. Donc, ce serait un premier choix. Alors, quand je parle du bouquin, je parle de l'œuvre, hein, voilà, la trilogie. Si je devais prendre un jeu de rôle, ça serait mon premier jeu de rôle, Prophétie, dont je parlais tout à l'heure. Ah, Prophétie, ouais. Mais du coup, j'y joindrais un système de mécanique de jeu de rôle solo, parce que quitte à être seul, autant jouer en fait. Parce que lire le bouquin c'est bien, mais t'as envie d'y jouer. Donc j'y ajouterais un système de mécanique de jeu de rôle solo comme Mythique par exemple. Un petit oracle sous le coude. Un petit oracle sous le coude pour pouvoir me faire des parties solo. Et quitte à découvrir une saga littéraire que je connais pas, et qui est culte aussi, j'ai jamais lu la saga de Dune. C'est Herbert, je crois, qui a fait ça. Ouais. Et je sais que ce sont des gros pavés qui calent les meubles aussi, et ça permet de tenir du temps sur une île déserte. Alors ça peut être un choix perso, l'île déserte, hein. T'es pas obligé d'avoir un crash d'avion, tu vois. Tu peux très bien dire, ça fait peur. Tu peux te dire, non, voilà, j'emmène des trucs. J'ai jamais lu Dune. Je sais pas, j'ai apprécié le film, j'ai vu que le 1, mais j'avoue que ça m'intrigue cet univers. Donc un jour, je pense que je le lirai quand même. Ah ouais, donc t'as fait 2 Medfan et un vraiment futuriste. Tu vois, et ouais, alors, mais c'était pas du tout. Mais tu vois, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, je prendrais un 4e bouquin. La survie pour les nuls, parce que je suis pas du tout bricoleur. Donc, quitte à survivre, non mais voilà, on fait des jeux de survie, des fois, on est comme des cons avec une allumette et puis un briquet d'amadou. Donc, mais c'est con, mais. Et même un jeu de rôle. Quand on fait du one-shot, bon, c'est moins présent parce que ça s'y prête pas. Mais quand tu fais du jeu en campagne, les oublis comme ça de tes joueurs qui sont pas vigilants, ils savent qu'ils vont faire 15 jours de voyage avec des chevaux pour aller d'un point A à un point B. Non, tu vas pas faire jouer tous les jours. Qu'est-ce que vous faites pendant votre journée ? Bah, on est à cheval, ok, qu'est-ce que vous faites le soir ? On monte la garde. C'est super chiant, évidemment. Mais quand il y a un peu trop de négligence de tes joueurs et qu'ils ont l'air de se prendre ça un peu par-dessus la jambe en disant bon, tu nous fais passer à la ville, et bah là, non, en fait, on est dans un jeu de rôle, le temps s'écoule.
vous n'avez pas pris le soin de prendre des rations, de vous couvrir, les mecs, vous arrivez, vous êtes malade, vous êtes affaibli, vous avez perdu tant de points de vie. L'aspect survie, en fait, tu vois, pour montrer que l'univers n'est pas contre eux, mais il faut qu'ils survivent quand même à un moment donné. Tu peux pas dire je pars 3 semaines dans le désert, comme ça, avec juste un claquette. Et... ton couteau et autre chose. Voilà. Et donc... ça m'est arrivé de le faire quand même. Pas pour les embêter, mais pour leur faire comprendre qu'il fallait un petit peu s'immerger dans l'univers. Ouais, s'immerger dans l'univers en fait. Ça, tu aimes bien remettre des cadres, justement Oui. Ouais. Quand ça part trop en sucette et que les joueurs prennent trop de raccourcis pour aller d'un point ou un point B, je leur rappelle que ok, mais décris-moi ce que tu fais. Avant de faire ce que tu as envie de faire, il va peut-être falloir faire d'autres choses. Pourquoi ? Parce que ça permet de mettre un peu de réalisme à l'univers. Même si c'est un univers fantastique. Ouais, après, et puis, parce que ces petites choses intermédiaires qui peuvent être rébarbatives peuvent donner des opportunités scénaristiques qu'on n'a pas prévues. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien quand ça part dans une direction qui n'était pas prévue, parce que, encore une fois, c'est de l'expérience, et le maître de jeu prend du plaisir aussi là-dessus. Donc oui, quand ça part un peu trop dans les raccourcis trop courts, je repose le cadre de l'univers. T'es plus un maître de jeu dirigiste et qui contrôle, ou justement, là, tu viens de me dire que t'aimes bien en fait quand des fois ça dérape un tout petit peu. Donc tu trouves ton plaisir un petit peu un mélange entre les deux, ou c'est... Ouais, un mélange entre les deux. Alors quand j'ai commencé, j'étais très dirigiste parce que je croyais très bêtement qu'il fallait que les joueurs absolument aboutissent à la fin du scénario en réussissant les choses. Donc je voulais qu'ils réussissent. Donc j'étais un peu dirigiste, et en fait je me suis rendu compte qu'on s'en foutait qu'ils réussissent ou pas. Ce qui compte, c'est que tout le monde s'amuse et qu'ils vivent une aventure. Et donc avec le temps, j'ai appris à m'assouplir un petit peu et à laisser faire ce qu'ils avaient envie de faire en fait. Et c'est là qu'en fait, je pense que... je sais pas comment je suis en tant que maître de jeu, il y a que mes joueurs qui pourraient le dire, mais je pense que tout le talent d'un bon maître de jeu, c'est d'être dirigiste en laissant croire à ses joueurs qu'ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Et ça c'est la perle. Quand on arrive à faire ça, ah ouais, on a fait ce qu'on a voulu et tout, et toi, au fond de toi, tu dis, en fait, vous avez fait ce que j'ai voulu, mais vous n'êtes pas rendu compte. Et c'est ça qui est très fort. Mais bon. Et ce soir, cette vidéo va le dévoiler. C'est ça. C'est ça, exactement. Non, mais... Et même dans des scénarios qui sont dirigistes, parce que des fois c'est pas le maître de jeu, c'est le scénario qui le veut un peu. L'impose, hein. Malgré tout, les joueurs, ils arrivent toujours à trouver des voies qui sont pas prévues, et c'est ça qui est intéressant. Quand j'ai fait la campagne Starfinder, où c'était Pathfinder, Starfinder, les règles sont imposantes, mais aussi les scénarios sont assez... l'infiltration de bases spatiales où il faut aller récupérer des extraterrestres pour les extraire, pour récupérer des données, c'est super intéressant. Le scénario te donne toutes les possibilités par lesquelles ils peuvent entrer et comment ils peuvent faire sortir les mecs. Tu peux être sûr que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Ils te trouvent des trucs, mais ils trouvent des trucs et ils peuvent les mettre en place parce qu'ils ont des capacités et des talents en fait que le scénario lui ne sait pas en fait à la base. Parce que chaque joueur étant unique, ils ont des pouvoirs, des capacités magiques, des talents. Ils utilisent ça à bon escient et ils te sortent des situations. Tu te dis c'est pas con. Je suis obligé de le valider en fait. Ouais, par défaut. Et du coup, et puis t'as aussi l'effort créatif qui. Mais bien sûr. Effectivement, comme tu dis, les bonnes idées narratives, faut les encourager. Ouais. Ah oui. Je me rappelle, on avait fait ensemble, t'avais masterisé la communauté de Is, si je me rappelle bien. Oui, des fois, on avait fait des plans qui étaient complètement what the fuck. J'appelle ça comme ça. Complètement. Mais c'était très drôle. Moi, je me suis beaucoup amusé. Et finalement, ça. Mais c'est ça qui est sympa, je trouve, dans le jeu. C'est ça qui est bien, C'est que des fois, tu sors complètement des sentiers battus et ben des fois tu galères, tu te dis mais comment je vais les remettre sur les rails, et finalement on avait fait en combien d'actes ça? C'était en 3? Il y avait 3 scénarios de mémoire et on avait dû le faire en... c'était 3 ou 4 parties. 3 ou 4 parties, échelonné peut-être sur 1 mois et demi, 2 mois à chaque fois je crois. Et c'était top, j'ai un bon souvenir de ça, cette mini-campagne entre guillemets. Ouais, c'était un scénario dans un Geek Magazine qui était sorti. Le hors-série. C'est ça, exactement.
et donc de la SF. Donc finalement, c'est un truc que t'apprécies. Et finalement, ouais, j'apprécie, ouais. Ouais. Et tu vois, peut-être que je me suis trompé dans les pourcentages finalement. Tu peux en balancer à 60-40 ou 50-50. Bon, on va mettre à 60-40. On va mettre à 60-40. Donc, faut que tu essayes Mothership. Je pense que ça pourrait te plaire. Ah oui, est-ce que Masterise Julien? Ouais. Ouais. J'avoue que ça pourrait être sympa. Yep, c'est un petit truc. Donc, écoute, on a fait le tour des 5 questions. Les 5 questions entre guillemets officielles. J'espère que j'ai répondu bon. Je me suis pas trompé. On va que je suis valider à pris, la fin. monsieur. On va valider à la fin, ouais. Pour la deuxième séquence. La dernière question. Alors, je sais que tu aimes bien les arts martiaux. J'avais cru comprendre, mais ça peut-être un peu maintenant pris en défaut, que tu aimais bien un peu les systèmes un peu des pavés, en tout cas quand tu avais commencé, comme tu disais Starfinder, etc. Maintenant, tu as changé un petit peu, tu dis que la voie du milieu, c'est quand même pas mal. Et dans le Medfay, il y a beaucoup de combats. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de combats. Donc la question que j'avais, je me suis marqué ça, c'est certaines règles de combat sont extrêmement détaillées et d'autres plus abstraites. En fait, toi qui pratiques en fait les arts martiaux et donc le kung-fu, est-ce que tu trouves que la précision et la complexité du système apportent plus de réalisme ou alors ça casse l'esprit du jeu? Alors, plus de réalisme, ça casse l'esprit du jeu. Alors, effectivement, si tu veux être réaliste dans la technicité du combat, tu es obligé d'y mettre des règles. D'accord? Parce que c'est grâce aux règles que tu vas apporter le réalisme du combat. Mais, oui, ça va te casser la dynamique du jeu. Tu peux être réaliste sans mettre trop de règles, mais à ce moment-là, comment ça va se passer? C'est-à-dire que si tu mets des règles pour être réaliste, tu vas dire voilà, t'envoies un coup de pied, il se passe ça, lance les dés, il tombe au sol, oui, non, peut-être. Tu veux faire un combo en faisant une clé, lance les dés, oui, non, peut-être. Alors voilà, il y a des règles, et les règles te permettent de dérouler une mécanique de frappe. Ouais, t'as une cause à effet qui est effectuée. Voilà, mais c'est très lourd. Si tu veux faire du réalisme et que tu mets pas de règles, ça veut dire que ton réalisme il repose sur quoi? Sur la narration. Sauf que la narration elle porte sur qui? Les joueurs ou le maître de jeu. Ouais. S'il y a que le maître de jeu qui fait la description narrative, ça va être très lourd pour lui. Et si les joueurs n'ont pas forcément c'est pas une critique ce que je dis, hein, n'ont pas la capacité à décrire correctement le réalisme de la scène qu'ils veulent mettre en œuvre, et ben t'auras pas le résultat attendu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dire bah voilà, je m'approche de lui, je fais un leurre avec mon bras, je me baisse, je fais un balayage, je saute dessus, c'est de la description. Est-ce que tout le monde va rentrer dans ce mode descriptif du combat au lieu de lancer les dés? Je sais pas, il y a beaucoup de joueurs, et même des joueurs sur table, et même les joueurs avec qui je joue depuis des années, qui sont parfois un peu feignants dans la description et qui se reposent sur le maître de jeu en fait. Quand ils sont dans quelque chose qu'ils maîtrisent, dans lequel ils sont à l'aise, ils vont pas être avares dans la description et dans la narration. Quand ils sont moins à l'aise, ils se reposent sur le maître de jeu qui fait le travail à leur place. Qui fait le boulot à leur place, ouais. Et du coup, la partie narrative, la partie réaliste va être réalisée par la partie narrative. Et du coup, c'est le mode de jeu qui va tenir la parole tout le temps en fait. Donc là encore, je pense qu'il faut trouver un compromis, tout simplement. Tu vois, quelque part, j'ai pas trouvé le système de combat de Chine très très lourd. Pour autant, c'est un jeu qui se veut orienté à martiaux chinois, avec tout l'ésotérisme qui va avec tout le visuel qu'on peut avoir comme dans un film comme Tigre et Dragon ou Les Couteaux Volants, où t'as les mecs qui montent sur les bambous et qui font des sauts absolument incroyable. Un peu de cirque. Alors évidemment sur un film tu te dis c'est quoi, what the fuck, mais dans le jeu de rôle c'est comme ça, t'as des pouvoirs particuliers pour pouvoir faire des sauts de malade, et pour autant le jeu est fluide. La mécanique de jeu, je pense qu'elle est bien équilibrée. Ouais, je pense qu'elle est bien équilibrée. Je pense qu'elle est. Je connais pas du tout ce jeu, mais si en plus la règle est entre guillemets c'est un bon compromis pour les. C'est plus orienté combat, c'est plus orienté découverte, c'est quoi? Oh là là, c'est très très vaste. Il y a de l'exploration, il y a de la politique, de la diplomatie, évidemment du combat, de l'occultisme parce que la découverte des entités légendaires et des mythes et légendes chinoises, c'est très vaste. Donc ça peut taper dans tout type de scénario, enfin d'approche. Tu peux faire du donjon, tu peux faire du RP avec de la politique et des jeux à la cour de l'empereur. D'accord. C'est même très particulier, hein, parce que
termes de sécurité émotionnelle, je me rappelle la campagne qu'on avait fait. On était un groupe d'aventuriers à la solde on joue dans une Chine qui n'est pas unifiée, hein, il y a différents royaumes, et on était à la solde du futur empereur chinois qui est destiné à unifier la Chine. Sauf que le personnage en question, c'est une ordure finie, qui va tuer des enfants parce qu'ils n'ont pas réalisé leur mission. Il le fait devant toi. D'accord. Et là, tu te dis, en tant que joueur, il fait ça devant toi, tu t'opposes un peu à lui, on te rappelle un peu à l'ordre au niveau étiquette, parce qu'on te dit, tu fais encore une remarque, tu finis au bûcher. Ok, pas de souci, on se casse. Et là, le maître de jeu, il est comme un con parce qu'il dit, mais attendez, vous travaillez pour lui. Et on lui a dit, non mais jamais de la vie, on va jamais, nous, donner nos armes à un mec qui tue des enfants devant nous. Cautionner. Et là, il te dit, bah oui, mais c'est le futur empereur de Chine, vous êtes censé faire la campagne avec lui. Et bah ouais, mais fallait pas nous présenter comme ça. Et tu vois, et donc il y a cet aspect. Et du coup, il était un peu frustré, mais je pense qu'il a mal présenté la chose. Mais il y a un peu cet aspect politique aussi et diplomatique, donc le jeu s'y prête beaucoup. Mais un jeu comme les Terres du Milieu, le système de combat est abominablement détaillé, et là, ça tue complètement le jeu. Ça Donc voilà, ça étouffe tu lances complètement une le jeu. flèche, l'armure, l'armure elle a tant de résistance, elle a perdu du temps, donc faut que tu te rappelles qu'elle a perdu du temps pour le tour d'après parce que. Après c'est des vieux jeux, hein. Je pense que les systèmes remontent, ça a plus de 25 ans en termes de système, donc ça n'a pas beaucoup évolué en tout cas. Mais c'est vrai que c'est très difficile, hein. Je comprends ta question, mais c'est très difficile d'avoir un système de combat fluide et technique. Oui voilà, donc d'où toi ton appétence? Est-ce qu'il y en a à favoriser, que tu partirais sur... Alors tu vas me dire le milieu, mais... Mon appétence, c'est que j'aime beaucoup la narration, mais pour le combat, j'aime bien lancer les dés quand même. Ouais, le côté technique... C'est-à-dire que, effectivement, le compromis, comme tu dis, c'est d'arriver à condenser le combat sur une période qui est ni trop courte, mais pas non plus trop longue pour pas s'essouffler, mais avoir une scène de combat un peu dense, où il faut lancer les dés, parce que les lancers de dés, ça apporte de l'improvisation, ça apporte du hasard, et on ne sait pas où ça va nous mener, ça apporte du risque, et ça oblige les joueurs à faire des choix qu'ils n'auraient pas prévus, parce que leur jet de dés ne va pas aller dans le sens où ils veulent. Ouais. Et du coup, j'aime bien lancer les dés pour ça, en fait. Sur une échelle de temps, un combat, pour toi, c'est combien de temps? En termes de jeu, hein, je parle. Pas en termes de rendu, mais vraiment en termes de jeu. La place, mettons, sur, je sais pas, tu fais des séances de 6 heures, tu m'avais dit, entre 4 et 6 heures. Ouais. Un combat pour toi, faut qu'il soit dynamique, qu'il soit fluide, ça doit durer combien de temps? Je pense que... Alors ça m'est arrivé de faire des combats d'un quart d'heure, c'est assez court. Et là aussi, attention, hein, ça dépend du public qui est avec toi. Ouais, tu vois, moi, quand tu me dis un quart, déjà, j'ai dit, je trouve ça long. Et non, attention, le temps autour d'une table passe différemment que en distanciel. C'est vrai. Ça passe complètement différemment. Ça passe complètement différemment parce que on a des tableaux Velleda, et puis tiens, toi t'es là. C'est pas du D&D, mais parfois tu joues avec les figurines ou un mapping, etc. Non, pas de figurines. On reste dans l'imaginatif parce que j'aime bien que les joueurs se forcent à imaginer les choses. Ouais. Mais quand t'as des joueurs qui te disent non mais attends, tu nous décris la chose, ok, mais moi je suis derrière le muret là, montre-moi où il est l'ennemi. Ok. C'est les joueurs qui te demandent en fait. Moi, si tu veux, si je veux bien faire un combat de 10 minutes, mais c'est pas moi qui le fait durer en fait le combat. Oui, c'est les joueurs. Parce qu'ils font un plan d'action derrière en fait. Ils se passent sur le terrain. Les mecs ils te disent non mais montre-moi où il est l'ennemi sur une carte, je veux voir où il est. Ah oui. Ah ok, pas de problème. Bim, tu prends le Velleda, tu fais le mur, tu dis toi t'es là, lui il est là. Et là le joueur il te dit ok, alors moi j'avance, je vais là, je vais ici, et l'autre il te dit moi je me mets là dans l'embuscade. Et c'est eux qui partent là-dedans en fait. C'est pas le maître de jeu. Ouais. C'est eux qui y vont eux-mêmes. Ouais, parce qu'ils veulent optimiser le truc et réussir. Ouais, ils sont hyper calculateurs et donc mon groupe en tout cas est comme ça. Alors ça m'est arrivé de faire des combats sans leur mettre de plan, en leur disant écoutez, on est en mode descriptif. Donc on reste dans ce mode-là. Alors, effectivement, le combat il a été plus court. Donc voilà, entre un quart d'heure, 20 minutes, c'est assez court. Mais quand il commence à te demander un plan parce qu'il y a de l'enjeu, dès que tu fais de l'infiltration, que tu veux rester discret et qu'il y a de l'enjeu, là... ça s'y prête. Je trouve que ça s'y prête. Quand tu vas infiltrer un bâtiment, forcément, tu dois situer vraiment où sont les gardes. Mais
Et toi, ta Mais ça préférence m'est arrivé sur de un faire combat des qui est plutôt rapide ou... Enfin, admettons, Non. quand t'as un joueur qui te dit, ok, montre-moi sur une map où est les personnages, toi tu dis, oh, ça va être chiant, ou alors tu dis, bah tu te prêtes au Moi, jeu, tu dis, ouais, super, je vais... je sature au bout de 3 quarts d'heure. Ok, 3 quarts d'heure, ça commence à être long pour moi. d'accord. 5 minutes, bah, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, en fait. Il n'y a pas eu d'enjeu. Il faut qu'il y ait de l'enjeu. Il faut qu'il y ait du risque dans un combat, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. Donc voilà, bah, la dose elle est là, elle est entre 10 minutes et 3 quarts d'heure. D'accord, ouais. Ouais, c'est quand même une plage de temps qui est assez importante. C'est une bonne plage, ouais. Ah ouais. Il faut que je m'amuse entre les deux. Il faut qu'il se passe des choses. Après, quand c'est trop long, bah, le maître de jeu s'essouffle un petit peu aussi, il a envie de passer à autre chose. Mais pas toujours facile d'écourter la scène, hein. C'est pas toujours simple. Donc c'est un peu la limite du narratif, c'est-à-dire quand c'est le maître de jeu qui gère le combat uniquement en narratif, bah, il arrête le truc quand il veut, finalement. Il amène la chose comme il le souhaite. La part de hasard, elle n'existe plus. Et on se demande à quel moment il s'est passé quelque chose où les joueurs avaient la main, en fait, quelque part. Ouais, c'est vrai. C'est un petit peu la frontière. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'y introduire une dose de dés avec parcimonie pour introduire ce hasard que le maître de jeu va pas maîtriser. Parce que les joueurs peuvent faire n'importe quoi avec les dés, mais le maître de jeu aussi peut faire n'importe quoi avec ses dés. Et oui. Tu tires les dés derrière le paravent ou devant le paravent? Je tire les dés derrière le paravent. Toujours le suspense. Toujours le suspense. Et tu manipules les dés ou pas? Est-ce Non, que t'interprètes les résultats ou pas? Non. Jamais. Et quand je le fais, c'est toujours à l'avantage des joueurs. Je suis très magnanime. D'accord, ok. Tu vois, pour l'immersion du jeu, il y a beaucoup de jeux de rôle que j'ai lus, mais même encore maintenant, je crois, avec les nouveaux systèmes qui sortent, où ils te disent qu'il faut annoncer la difficulté aux joueurs. Ben même ceux qui disent ça, moi je le fais pas. Il faut que le joueur soit immergé dans le jeu. Ouais. Il faut qu'il soit dans son univers. Dans l'univers, on va pas te dire ce que tu vas faire, c'est une difficulté de 10, ça n'a pas de sens. Jette-moi les dés, je te dirai si ça marche ou pas. Voilà, c'est ça. C'est pour l'immersion. L'immersion. Et alors, dernière micro-question peut-être. Si tu avais... Pour toi, c'est le meilleur système de jeu en termes de combat, ça serait quoi? Alors là, c'est difficile. Alors, pas des dés. Peut-être. Surtout pas peut-être la V5, j'y ai pas joué, mais. Julien, en tout cas, moi, si tu nous entends. Moi, quand j'ai joué à DD en tant que joueur, c'est avec la 3.5. Alors, elle est pas mal, hein, mais donc pas Pathfinder, pas Starfinder, ça c'est clair que non. Je vais y aller par élimination en fait. Hein. Ouais, voilà, ouais. Donc tout ce qui est système dérivé de D&D, on oublie. Prophétie est assez fluide. Et Star Wars, tu vois, bizarrement, je joue depuis quelque temps au Star Wars de Edge. Ah, des Edge, ouais. Ouais, avec le système de dés qui est tant décrié par notre ami Camille. Et je le trouve hyper fluide. Hyper instinctif, hyper fluide. Et en fait, les dés alimentent la narration, parce qu'ils servent à ça, en fait, les dés dans le jeu. Et du coup, c'est tellement simple à lire et à comprendre. Tu lances les dés, tu sais tout de suite ce qui se passe. Et pour le joueur, et pour le maître de jeu. Pour les combats ou en général, tu veux dire? Pour les combats. Pour les combats, d'accord, ok. Et le joueur est incité à alimenter la narration avec les résultats de dés. Et ça, c'est très fort. Parce qu'en fait, les jets de dés te disent, voilà, là tu as un avantage, là tu as un désavantage. C'est au joueur de trouver lequel. Si c'est pas, c'est le maître de jeu qui l'aide. Et donc, c'est au joueur d'alimenter l'histoire. Et il est très fluide, tu vois tout de suite ce qui se passe. Et la lecture est immédiate. La lecture est immédiate. Il n'y a pas à comparer des chiffres, des machins, tu sais tout de suite ce qui se passe. Et du coup, ce système-là, il est vraiment efficace en fait. Ah, parce que tu as un système d'avantages, désavantages, c'est ça de mémoire? Tu as un système de succès et d'échec. Un succès annule un échec, donc déjà, tu sais tout de suite si tu as réussi. Et tu as un système d'avantages, désavantages qui sont en fait des notions narratives que doit introduire le joueur ou le maître de jeu. Alors en combat, il n'y a pas que du narratif, il y a aussi des avantages en point de stress, ce genre de choses, pour donner un peu de technicité, mais c'est très fluide. Enfin, moi je trouve en tout cas. À interpréter justement quand parce que là tu crées un peu comme les PBTA, je sais pas si tu as déjà joué, genre Monster Movie, quelque chose comme ça. Ouais, par exemple, où justement des fois c'est tu
tu réussis, oui mais, ou tu échoues, oui mais, à créer justement, à rebondir justement en tant que maître du jeu ou en tant que joueur sur une narration, c'est pas compliqué? Si, c'est compliqué. Si, c'est pas évident. C'est pas évident d'être créatif tout le temps, en fait. Bah oui, surtout après quel 4 heures de avantage jeu, tu fais... Eh ouais, t'arrives pas à trouver des solutions. Et c'est pour ça que le jeu est intelligemment fait, c'est-à-dire qu'il te dit oui, avoir un avantage ou un désavantage, ça introduit une orientation narrative à donner, mais si vous trouvez pas, il y a des incidences techniques tout simplement, c'est-à-dire vous prenez un point de stress ou vous enlevez un point de stress quand vous avez un avantage. Si tu trouves pas l'avantage narratif, Okay, tu vas le trouver mécanique. en numéraire. Ça peut être mécanique, c'est une solution. Donc il y a les deux possibilités. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, suivant ton niveau de fatigue et de progression dans la partie, exactement. Tu peux dire... Ou d'inspiration. Ou d'inspiration, ouais. Quand t'es pas inspiré, tu te dis c'est pas grave, je m'enlève un point de stress et puis terminé, quoi. D'accord, ok. Et puis banco, et ça passe, et c'est fluide pour ça en fait. Donc Star Wars, ok. Eh ouais, bizarrement. Bizarrement. Et là, ouais, bizarrement. Et bon, après, voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience sur le jeu, mais la seule chose que j'apprends à mes dépens en découvrant le jeu, c'est que bon, j'aurais fait faire des pré-tirés pour faire découvrir le jeu. On est sur le kit d'initiation, même si on fait un petit peu ce qu'on veut, mais on est sur l'histoire principale. D'accord. On joue à Force et Destinée, donc des joueurs qui maîtrisent la force. Et parmi ces deux-là, il y en a qui, dans leur équipement de base, ont un sabre laser. Monumentale erreur. Le sabre laser est beaucoup trop puissant et ça te plie les combats en 5 minutes. C'est assez. En fait, donc c'est pas intéressant, quoi. Ils sont rarement en danger parce que les ennemis que donne le scénario pour faire face aux joueurs. Avec un sabre laser, tu défonces tout en fait. Et je me suis rendu compte que c'était sous-dimensionné, l'adversité était sous-dimensionnée. Mais bon, j'apprends aussi et je saurais après, faut pallier ajuster la difficulté. Ouais, voilà, c'est ça. Pour les prochains scénarios, tu remontes d'un cran. Je vais remonter un petit peu d'un cran pour leur faire comprendre qu'il y a des dangers. D'accord. Mais bon, ils en sont conscients, parce qu'ils m'ont dit l'autre jour, pour l'instant ça va, mais on sait aussi ce qui va se passer quand on aura un sabre laser en face de nous. Ah, je leur ai dit oui. Ça va arriver. Effectivement, ça va arriver, ouais. Donc à prendre en compte pour ceux qui voudraient se lancer dans ce jeu, qui est très bien, mais il y a le sabre laser un peu cheaté. En tout cas, c'est un bon retour d'expérience sur le système, parce que, comme tu dis, il a été décrié, il n'y a pas forcément l'unanimité sur des Star Wars. Les vieux rotards vont dire que c'est du D6 qui est le mieux, les nouveaux vont se dire finalement, pourquoi Camille pas... est en train de s'y mettre. Exactement, ouais. Donc, comme quoi, c'est... Mais oui, il faut un peu ouvrir ses chakras, essayer en tout cas, essayer. Mais j'aime bien aussi les nouveaux systèmes, je les trouve très fluides et pour autant très réalistes. Les systèmes qui sont utilisés dans Vaesen, qui je crois est le même que Tales from the Loop. Oui, à base de D6. C'est pas le réussite, c'est D6, Return Your Zero, Your Zero Engine, c'est ça. Your Zero Engine, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et je trouve ça génial. Enfin, c'est limpide, c'est fluide, on comprend tout de suite ce qui se passe. Même et pour autant, il y a un peu de compétences. Ouais. Exactement. Et donc je pense, c'est un système que j'aime bien. Ouais. En termes de combat, je me rends pas trop compte si c'est fluide ou pas. Toi, tu saurais mieux le dire que moi en tant que maître de jeu. En fait, à Tales, il n'y a pas de combat, donc c'est plus. Moi, j'ai pris simple. Alien, il y a du combat. Alors Walking Dead, parce que ça reprend le même système et c'est un peu une chienlit en fait, parce que il diffère par rapport c'est quand c'est un zombie, t'as pas été à une table à 66, tu balances 2 dés, tu vois si t'es mort tout de suite ou t'es mordu ou alors t'as rien. Donc je pense que le degré de danger, de danger est exacerbé en tout cas sur Walking Dead, mais ça se prête à l'univers. Alien, je connais pas trop. Enfin, j'avais lu, mais le système me paraissait un peu une usine à gaz. En tout cas, pour gérer la partie créature, c'était plus, à mon avis, un mapping sur à pinguer où est la créature en aveugle par rapport aux joueurs. Mais Tales, en tout cas, moi je trouve que le système est super. En fait. C'est simple, tu balances tes dés de 6 c'est une réussite, tu peux pousser un peu. J'imagine que c'est pareil sur peut-être pas, sur Forbidden Lands. Alors je sais plus, honnêtement, je sais plus. Est-ce que c'est la même maison d'édition, je crois, qui fait ça? Ça va être du Fredix, hein, je pense, publishing. Ouais, c'est ça. Donc c'est possible, je sais pas. Ouais, c'est bien. Mais c'est un bon système, ça. J'aime bien, c'est simple et fluide. Donc bon compromis pour... Ouais, très bon compromis. Ouais.
On revient sur la voie du milieu. Mais ouais, je suis désolé, je suis comme ça. C'est peut-être les arts martiaux qui m'ont mis sur la voie du milieu, comme ça je suis pas extrémiste, je suis sur la voie du milieu, j'aime bien les compromis. Ouais, parce que c'est une bonne chose en tout cas. Donc, un peu conventionnel, hein, désolé. Hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Ça fonctionne en tout cas pas mal. Donc, oui. Bah écoute, on a fait le tour. Merci à toi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton expérience de jeu ou en général ou Non, après, on a pas mal parlé. Juste te remercier de nous accueillir, en tout cas. Ça, c'est très sympa de ta part d'accueillir cette communauté qui est riche, qui est plaisante, qui est enrichissante, parce que tous partagent tous leur expérience en fait un peu différente, apportent des jeux différents, des visions différentes, et puis c'est toujours plaisant en fait d'échanger avec tous ces gens, de partager des parties de temps en temps avec eux aussi, et tout ça, c'est à toi qu'on le doit. Donc voilà, c'était juste pour te remercier officiellement devant toute la communauté. Merci à vous en tout cas. Participer à tout ça. Donc non, voilà, j'ai rien à ajouter de plus. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, au plaisir de rejouer ensemble. En tout cas. On se retrouve sur le Discord et on se retrouvera autour d'une partie à distanciel, il n'y a pas de souci. Exactement. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci. Ciao.